La voix de la raison. Elle arriva chez lui au petit matin. Elle entra discrètement, tout doucement, à pas feutrés, flottant dans la pièce comme un fantôme, un spectre. Le froufrou de sa mante à capuchon sur sa peau nue était le seul bruit qui accompagnait ses gestes. C'est pourtant cet infime bruissement, à peine audible, qui réveilla le sorceleur, ou plutôt, le tira du demi-sommeil qui le berçait avec monotonie. Il était comme dans un gouffre insondable, en suspense entre le fond et la surface d'une mer paisible, parmi des lianes de Joémon qui ondulaient tout doucement. Alors attendez juste en fait changer la musique parce que... Voilà, ça sera mieux adapté. La musique. Il ne bougea pas, il n'eut même pas un frémissement. La jeune fille s'approcha de lui, se défit de sa mante et puis lentement, avec hésitation, ploya un genou qu'elle appuya contre le bord du lit. Il l'observait à travers ses cils baissés, en feignant toujours de dormir. La fille grimpa avec précaution sur le lit, sur lui, et l'enserra de ses cuisses. Prenant appui sur ses bras tendus, elle effleura son visage de ses cheveux, qui fleuraient la camomille. Résolue et comme impatiente, elle se pencha, lui caressant la paupière, la joue, la bouche, de la pointe de ses seins. Il sourit et l'attrapa par les épaules, d'un geste très lent, avec retenue et délicatesse. Elle se redressa, échappant à ses doigts rayonnantes, éclairés par-dessous. La lueur brumeuse de l'ombre estompait son éclat. Il remua, mais, il remua, mais d'une ferme pression des deux mains, elle lui interdit de changer de position. Avec des mouvements légers mais décidés de ses hanches, elle exigeait une réponse. Il répondit. Elle ne reculait plus devant ses mains, elle renversa la tête en arrière, secoua ses cheveux. Sa peau était fraîche et étonnamment lisse. Ses yeux, qu'il vit lorsqu'elle approcha son visage du sien, étaient grands et sombres comme ceux d'une ondine. Bercé, il sombra dans une mer de camomille, dont le calme disparut pour céder la place à la tempête de ses flots mugissants. Bonjour Balguin, comment vas-tu? Et oui, merci d'avoir prêté le livre, c'est très gentil. On raconta par la suite que l'homme était arrivé par le nord, par la porte des Cordiers. Il allait à pied, menant par la bride son cheval chargé de bagages. L'après-midi était bien avancé, Cordier et Bourlier avaient déjà fermé leurs échoppes, la ruelle était déserte. En dépit de la chaleur, l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il s'arrêta devant l'auberge au vieux Naracoort. Il resta planté là quelques minutes, à écouter le brouhaha des conversations. L'auberge, comme d'habitude, à cette heure, était noire de monde. L'inconnu n'entra pas au vieux Naracoort. Il entraîna son cheval plus loin, vers le bas de la rue, où se trouvait un autre cabaret, plus petit, qui s'appelait Au Renard. Le cabaret était vide, il n'avait pas très bonne réputation. Le patron leva la tête de son tonneau de cornichons marinés pour toiser son client. L'étranger, qui n'avait pas ôté son manteau, se tenait devant le comptoir, raide, figé. Il ne disait mot. Qu'est-ce que ce sera? Une bière, répondit l'inconnu. Il avait une voix désagréable. Le cabaretier s'essuia les mains à son tablier de toile et remplit un boc en graisse. Le pot était ébréché. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint de cuir râpé, lacé à l'encolure et sur les manches. Quand il se débarrassa de son manteau, tous remarquèrent le glaive suspendu à sa ceinture dans son dos. Qu'il eût une arme n'avait en soi rien d'étonnant. À Wizima, presque tout le monde se promenait armé. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos comme un arc ou un carquois. L'inconnu n'alla pas s'asseoir à une table, au milieu des rares clients. Il resta au comptoir, scrutant le cabaretier. Il avala une gorgée de bière. Je cherche une chambre pour la nuit. Il n'y en a pas, grogna le cabaretier en considérant les bottes de son client, sales et poussiéreuses. Allez voir au vieux Naracoort. Je préférerais ici. Il n'y en a pas. Le cabaretier identifia enfin l'accent de l'inconnu. C'était un rive.
Je paierai, dit l'étranger à voix basse, marquant comme de l'hésitation. C'est alors que toute cette horrible histoire a commencé. Un butor au visage marqué par la petite vérole et la mine patibulaire se leva et s'approcha du comptoir. Il n'avait pas quitté l'étranger des yeux depuis son entrée dans le cabaret. Ses deux compagnons vinrent se placer juste derrière lui, à 2 pas tout au plus. Y a pas de place, gredin. Vagabond de rive, râla le grelais en serrant l'inconnu de près. On n'a pas besoin de types comme toi par ici. Wizima est une ville bien. L'inconnu prit son boc et s'écarta. Il regarda le cabaretier, mais celui-ci évita son regard. Il n'avait pas la moindre intention de défendre le rive. Après tout, qui est-ce qui aimait les rives? Tous les rives sont des voleurs, poursuivit le grelais, qui puait la bière, l'ail et la méchanceté. Tu entends ce que je te dis, espèce de pan de nuit? On n'aime pas trop les gars dans ton genre par chez nous. C'est un peu ça. On n'aime pas les étrangers par ici. On ne dira rien sur le léger racisme. En même temps, c'est extrêmement raciste, The Witcher. Il n'entend pas. Il a de la merde dans les oreilles, dit l'un de ses deux acolytes, ce qui provoqua les ricanements de l'autre. Paix et fiche-moi le camp, hurla le grelais. Alors, seulement l'inconnu le regarda. Je finis ma bière. On va t'y aider, grinça le butor. L'homme envoya promener le boc que tenait le rive, puis attrapa celui-ci par l'épaule en glissant les doigts sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un ver et déséquilibra le grelais. Il dégaina son glaive qui siffla dans son fourreau et brilla d'un bref éclat en réfléchissant la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise culbutée tomba avec fracas. Des pots de grès heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grêlé qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme s'il se noyait. Les deux autres gisaient par terre. L'un ne bougeait plus. L'autre se tordait dans des mouvements convulsifs, au milieu d'une flaque sombre qui s'agrandissait à vue d'œil. Un cri aigu de femme, hystérique, vrillant les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. Avec un accent paysan, c'est un peu ça. N'aime pas trop les gens, t'as de la mêle dans les oreilles? Hop, 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 hop. Voilà. L'étranger recula contre le mur, ramassé, crispé, sur ses gardes. Tenant son glaive à 2 mains, il fouettait l'air de la pointe. Personne ne bougeait. La terreur, telle de la boue glacée, recouvrait les visages, paralysait les membres, obstruait les gorges. Des gardes firent irruption dans le cabaret en faisant grand tapage. Ils étaient 3. Ils devaient se trouver à proximité. Ils tenaient leurs martinets prêts à entrer en action, mais dégainèrent leurs glaives dès qu'ils aperçurent les cadavres. Le rive s'adossa au mur. De sa main gauche, il tira un poignard glissé dans sa botte. « Lâche ça !» hurla un garde d'une voix tremblante. « Lâche ça, bandit ! Et suis-nous !» Un deuxième garde donna un coup de pied dans une table qui l'empêchait d'atteindre le rive par le flanc. « File chercher du renfort, Tresca !» hurla-t-il au troisième, resté près de la porte. « Inutile, fit l'inconnu en baissant son glaive. J'y vais tout seul. »« Tu vas nous suivre, graine de chien, et au bout d'une corde, gueula le garde tout tremblant. Lâche ton glaive, sinon je te défonce le crâne. » Le rive se redressa. Il s'empara prestement d'une dague dissimulée sous son aile gauche et, brandissant son bras droit dans la direction des gardes, traça dans l'air un signe rapide et compliqué. On vit alors scintiller les clous dont étaient généreusement garnies les manchettes de son pourpoint de cuir qui lui montait jusqu'au coude. Les gardes reculèrent aussitôt en se protégeant la figure de leurs avant-bras. Un client se leva d'un bond, un autre s'enfuit vers la porte. La femme poussa un nouveau cri, sauvage, terrifiant. « J'y vais tout seul, répéta l'inconnu d'une voix sonore, métallique. Et vous 3, marchez devant. Conduisez-moi chez le Bugrave. Je ne connais pas le chemin. Oui, seigneur, bredouilla l'un des deux gardes avec un air penaud.
Il avança vers la sortie en jetant des regards inquiets autour de lui. Les deux autres le suivirent précipitamment en marchant à reculons. L'inconnu les imita en rangeant son glaive dans son fourreau et son poignard dans sa botte. Tandis qu'il passait devant les tables, les clients se cachaient la tête sous les pans de leurs vêtements. Vélérade, le bugrave de Wizima, se gratta le menton. Il réfléchissait. Il n'était ni superstitieux, ni peureux, mais l'idée de rester en tête à tête avec l'homme aux cheveux blancs ne lui souriait guère. Il finit par se décider. Sortez, ordonna-t-il au garde. Et toi, assieds-toi. Non, pas ici. Plus loin, si tu veux bien. L'inconnu s'assit. Il n'avait plus son glaive ni son manteau. Je t'écoute, dit Vélérade, en jouant avec le lourd sceptre posé sur son bureau. Je suis Vélérade, le bugrave de Wizima. Qu'as-tu à me dire, honoré brigand, avant que je te fasse jeter au cachot? 3 hommes tués et une tentative d'ensorcellement? Tu y vas fort. Pour de tels forfaits, chez nous, à Wizima, c'est le supplice du pal. Mais comme je suis un homme juste, je vais d'abord t'écouter. Parle. Le rive délaça son pourpoint et tira de l'encolure un parchemin blanc. Aux croisées des chemins, dans les tavernes, cet appel est placardé partout, fit-il doucement. C'est vrai, ce qui est écrit dessus? Ah, grommela Vélérald en regardant les runes gravées sur la peau de chèvre. C'est de cela qu'il s'agit. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Eh bien, oui, c'est vrai. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Cet appel porte la signature du roi Foltest, seigneur de Témérie, Pontard et Mahakam. C'est donc que c'est vrai. Mais un appel est une chose, et la loi une autre. Ici, à Wizima, c'est moi qui fais respecter l'ordre et la loi. Et je ne me permettrai pas qu'on assassine des gens. Tu m'entends? Le rive acquiesça d'un signe de tête. Tu as ton emblème de sorceleur demanda Vélérald, haletant de colère. L'inconnu replongea la main dans l'encolure de son pourpoint et en extirpa un médaillon rond suspendu à son cou par une chaînette en argent. Le médaillon figurait une tête de loup montrant les crocs. Tu as un nom? Tu n'es pas obligé de me donner le vrai. Ce n'est pas pour satisfaire ma curiosité, mais pour la commodité de la conversation. Je m'appelle Gérald. Allons-y pour Gérald. De Rive, en juger par ton accent. Oui. Bien, tu sais quoi, Gérald? Laisse tomber. Vélérald tapota l'appel du plat de la main. C'est une affaire sérieuse, beaucoup s'y sont déjà essayés. Ça, mon frère, c'est autre chose que de flanquer nos rosées à quelques vauriens. Nos rossets à quelques vauriens, pardon. Je le sais, c'est mon métier, Burgrave. Il est écrit sur l'appel qu'il y a 3 000 orins de récompense. 3 000, oui, Vélérald eut une moue de dédain. Et la main de la princesse, si l'on en croit la rumeur, même si sa gracieuse majesté, Foltest, n'a rien écrit de tel. La princesse ne m'intéresse pas, dit tranquillement Gérald, impassible, les mains posées sur les genoux. Il est écrit 3 000. Quelle époque, soupira le Bugrave. Quelle époque pourrie. Qui aurait pensé, il y a encore 20 ans, même en ayant bu, qu'il existerait un jour des professions comme celle de sorceleur. Les sorceleurs, ces tueurs ambulants de basilic, ces vainqueurs ambulants de dragons et de noyeurs. Gérald, on a le droit de boire de la bière dans ta corporation? Bien sûr. Vélérald frappa dans ses mains. Qu'on apporte de la bière, ordonna-t-il. Et toi, Gérald, rapproche-toi, peu importe ce qu'on dira. La bière était fraîche et mousseuse. C'est une époque pourrie, monologua Vélérald en ingurgitant son boc. La vermine en tout genre pullule. À Mahakam, dans les montagnes, les bébés garous fourmillent partout. Dans les forêts d'autrefois, il y avait au moins des loups qui hurlaient. Maintenant, il n'y a plus que des vampires, des sortes de noctules. Où que tu craches, tu tombes sur un loup-garou ou quelque autre peste. Dans les campagnes, des ondines et des pleureuses enlèvent des enfants. On parle déjà de centaines. Il apparaît des maladies dont personne n'avait jamais entendu parler. À vous en dresser les cheveux sur la tête. Et pour compléter le tableau, ça, fit-il en repoussant le porchemin sur le bureau. Il n'est pas étonnant, Gérald, que les gens fassent si souvent appel à vos services. De la bière. Oui, c'est tout à fait ça. À boire.
son appel du roi Burgrave, Gérald redressa la tête. Vous pouvez me fournir des détails? Vélérald se renversa en arrière sur sa chaise et croisa les mains sur son ventre. Des détails, tu dis. Je peux t'en fournir, oui. Ce ne sont pas des informations de première main, mais elles sont de bonnes sources. C'est justement ce qui m'intéresse. Tu as de la suite dans les idées, comme tu veux. Écoute. Vélérald avala une gorgée de bière, puis reprit en baissant la voix. Quand sa gracieuse majesté Foltest était encore prince héritier, sous le règne du vieux Médel, son père, sa gracieuse majesté nous montrait déjà de quoi elle était capable, et elle était capable du pire. Nous comptions que ça lui passerait avec l'âge. Or, à peine couronné, dès la mort du vieux roi, Foltest est surpassé, au point que nous avions tous la mâchoire qui se décrochait. Pour être bref, disons qu'il est jusqu'à aller faire un enfant à sa propre sœur, Ada. Ada était sa cadette, ils étaient inséparables, mais personne ne se doutait de rien. Enfin, la reine, peut-être. Bref, voilà qu'on découvre qu'Ada a un gros ventre, et Foltest commence à causer mariage. Avec sa sœur, tu imagines, Gérald? La situation était alors diablement tendue. Vizimir de Novigrad, qui avait décidé de marier sa Dalka à Foltest, avait envoyé une ambassade. Nous avons eu toutes les peines du monde à empêcher le roi, en le retenant par les pieds et les mains, de courir insulter les émissaires. C'est heureux que nous nous y soyons arrivés, car Vizimir n'aurait pas manqué de nous étriper pour se venger de cet affront. Ensuite, grâce à l'aide d'Ada, qui a influencé son cher frère, nous avons réussi à dissuader le gamin d'un mariage précipité. Ada a accouché dans les temps réglementaires, et comment? La bouillir Jichou, c'est ça. À présent, écoute bien, car c'est là que l'affaire commence. La musique qui va se calmer, la musique. Il n'y a pas eu beaucoup de gens à voir de près la chose qui est née, mais l'une des deux accoucheuses s'est jetée par une fenêtre du donjon. Quant à l'autre, elle a eu un coup de folie et en est restée timbrée. Je me dis donc que ce super bâtard ne devait pas être très beau à voir. C'était une fille. D'ailleurs, elle est morte aussitôt. Personne, semble-t-il, ne s'était empressé de nouer son cordon ombilical. Ada, pour son bonheur, est morte en couche. Et ensuite, mon frère, Foltest, a joué les imbéciles pour la énième fois. Il n'aurait pas dû garder le super bâtard dans un sarcophage, dans les souterrains du palais. Il aurait dû soit l'incinérer, soit... Est-ce que j'ai... L'enterrer quelque part, dans un endroit perdu. Il ne sert à rien d'épiloguer maintenant. Gérald te levait la tête. En tout cas, il aurait fallu appeler un lettré. Tu veux parler de ces gripsous avec des étoiles sur leur chapeau? Bien sûr qu'on en a appelé. Il en est accouru une dizaine, mais c'est après qu'on eut découvert que la chose sortait la nuit de son sarcophage. Elle n'en était pas sortie tout de suite, tant s'en faut. Pendant les 7 années qui ont suivi son enterrement, on a eu la paix. Mais voilà qu'une nuit, c'était la pleine lune, on entend du tapage au château, des cris, une confusion indescriptible. Ce n'est pas la peine que je te raconte, ce sont des choses que tu connais. Et puis, tu as lu l'appel. Dans son cercueil, le bébé avait grandi. Beaucoup grandi. Et des dents lui avaient poussé, bien comme il faut. En un mot, c'était devenu une strigue. C'est dommage que tu n'aies pas vu les cadavres comme moi je les ai vus. Tu n'aurais pas manqué de faire un grand détour pour éviter Wizima. Gérald l'écoutait sans broncher. Alors, poursuivit Vélérald, comme je te l'ai dit, Foltest a rameuté toute une foule de sorciers. C'était à celui qui glapierait le plus fort. Ils ont presque failli en venir aux mains et se battre avec les gros bâtons dont ils sont armés. Certainement pour chasser les chiens qu'on leur lâche dessus. Et je pense que l'on leur en lâche dessus régulièrement. Excuse-moi, Gérald, si tu ne partages pas mon opinion sur les magiciens. Vu ton métier, tu les vois probablement sous un autre jour. Mais pour moi, ce ne sont que des fainéants et des imbéciles. Vous, les sorceleurs, vous inspirez davantage confiance. Vous êtes, comment dirais-je, plus concret. Gérald sourit sans faire de commentaire. Bon, revenons-en à notre propos. Le burgrave, après un coup d'œil dans son boc, se reversa de la bière et resservit le rive. Les conseils de certains sorciers ne paraissaient pas bêtes du tout. L'un d'eux proposa de mettre le feu au château, le sarcophage, et la strigue aurait brûlé avec. Un autre conseille de lui trancher la tête d'un coup de bêche. D'autres étaient partisans de ficher des chevilles en bois de trempe dans différentes parties de son corps.
En plein jour, bien sûr, quand la diablesse dormait dans son cercueil, épuisée après ses réjouissances nocturnes. Hélas, il s'en est trouvé un bouffon, avec un bonnet pointu perché sur son crâne chauve, un ermite bossu, pour inventer qu'un charme avait été jeté sur l'enfant et qu'il était possible de le rompre. Ensuite, la Stricke redeviendrait la petite fille de Voltest, mignonne comme un cœur. Pour cela, il n'y avait qu'à passer toute une nuit dans la crypte, et le tour serait joué. Enfin, une fois toutes les 5 minutes. Quoi, toutes les 5 minutes Ah oui, il y a eu des images perdues. Je sais pas, c'est ça que tu disais. J'ai pas eu le... Hop, chez moi aussi. Ça charge pendant 10 secondes une fois toutes les 5 minutes. Ah, ah, bah c'est chiant. C'est chiant pour vous. Oui, ça me le dit, ouais, ça me dit qu'on a perdu quelques images dans le réseau. Elles sont parties dans l'internet. Elles se sont perdues. Bah du coup, désolé, j'espère que ça va pas vous faire ça trop longtemps. Donc, nous disons donc, sur le sortilège. Hélas, il s'en est trouvé un bouffon, avec un bonnet pointu perché sur son crâne chauve, un ermite bossu, pour inventer qu'un charme avait été jeté sur l'enfant et qu'il était possible de le rompre. Ensuite, la Strigg redeviendrait la petite fille de Foltest, mignonne comme un cœur. Pour cela, il n'y avait qu'à passer toute une nuit dans la crypte et le tour serait joué. Après quoi, tu imagines, Gérald, quel écervelé c'était? Il est allé passer la nuit au manoir. Faut voir le lien, hop. Ah, excellent. Là, j'ai une playlist d'une heure. Du coup, je vais finir ma playlist. Je prendrai la tienne après, Balguin. Merci bien. Ça risque d'être strike, je pense. Je sais pas. La playlist que j'ai là pour l'instant, elle est pas strike sur YouTube. Euh, c'est. Attends, donc je vous envoie le titre. C'est ça, le nom de la playlist que j'ai actuellement. Ouais, il y a ça en description, mais sur YouTube, c'est pas strike. Du coup, je sais pas. Au pire, c'est pas grave. C'est strike sur YouTube le plus important. Enfin, genre, je fais pas ça pour YouTube, je fais ça pour Twitch. Du coup, genre, c'est pas. On fera avec. Tant que je peux récupérer mon replay sur Twitch en entier, genre c'est pas très grave que sur YouTube ça soit strike derrière quoi. Surtout qu'en plus je monétise pas, donc au pire genre il y aura des pubs sur le replay du live, mais vu que je monétise pas de base, genre je m'en fous un peu quoi. Après quoi tu imagines Gérald, quel écervelé c'était? Il est allé passer la nuit au manoir. Comme tu peux t'en douter, il n'est pas resté grand chose, juste son bonnet et son gourdin je crois. Mais Foltest s'est accroché à cette idée comme du gratte-cul à la queue d'un chien. Il a interdit toute tentative de tuer la Strig et a convoqué à Wizima des charlatans des coins les plus reculés du pays pour qu'ils désenvoûtent la princesse. Il fallait voir la compagnie. Elle était pittoresque. Des bonnes femmes tordues, des boiteux, si sales mon frère, si pouilleux, que c'était pitié. Et que je t'opère un charme par ici, que je t'opère un charme par là, de préférence devant une assiette de soupe et un pot de bière. Bien sûr, plusieurs ont été rapidement démasqués par Foltest ou par le Conseil. Quelques-uns ont même été condamnés au pilori. Mais il n'y a pas eu assez de condamnations. Si ce n'avait tenu qu'à moi, ils auraient tous été pendus. Pendant ce temps, la Stricte continue à déchiqueter à belles dents tous ceux qui se présentaient, sans faire de quartier, faisant fi des escrocs et de leurs formules magiques. Je pense qu'il est inutile que je le précise. Je ne crois pas non plus avoir à préciser que Foltest n'habitait plus au château. Plus personne n'y habitait. Vélérald s'interrompit, vida son boc. Le sorceleur se taisait. Il y a 6 ans que ça dure, Gérald, car la chose est née il y a à peu près 14 ans. Entre-temps, nous avons eu d'autres soucis. Nous nous sommes battus contre Vizimir de Novigrad, pour des motifs sérieux et qu'on pouvait comprendre, une affaire de poteau de bornage que nous voulions déplacer, et non pas pour des affaires de filles ou des liens de parenté.
Foltest, soit dit entre parenthèses, commence enfin à envisager vaguement de se marier et il examine les portraits qu'envoie leur cour voisine, alors que jusqu'ici, il avait l'habitude de les jeter dans les latrines. Mais sa manie le reprend de temps en temps. Il envoie alors des hommes à cheval à la recherche de nouveaux sorciers. Et puis, il a promis cette récompense de 3 000 orins, à la suite de quoi sont apparus quelques toqués, des chevaliers errants, même un pâtre, un innocent connu dans toute la contrée. Paix à son âme. Quant à la strigue, elle se porte bien. Elle dévore juste quelque temps. Elle dévore juste quelqu'un de temps en temps. On s'y fait. Les héros qui essaient de la désenvoûter ont au moins ça de positif que la bête se repaît sur place au lieu de traîner à l'extérieur du manoir. Et Foltest a un nouveau château, vraiment beau. Pendant ces 6 ans, Gérald releva la tête. Pendant ces 6 ans, il ne se trouvait personne pour en venir à bout? Eh bien non. Vélérald jeta sur le sorceleur un regard scrutateur. J'ai bugué sur le mot le plus improbable. Il faut croire que c'est impossible, et il va falloir qu'il s'y résigne. Je parle de Foltest, sa gracieuse majesté, notre souverain bien-aimé, qui continue à faire clouer ses appels à la croisée des chemins. Mais les volontaires se font, comme qui dirait, plus rares. Il y en a eu un récemment, certes, mais il voulait que les 3 000 soient versés d'avance. Alors, on l'a mis dans un sac et jeté dans un lac. Et en plus, ça rime. Ce ne sont pas les escrocs qui manquent. Oui, ça ne manque pas. Il y en a même beaucoup, approuva le burgrave sans quitter le sorceleur du regard. C'est pour cela que quand tu iras au palais, ne demande pas l'or d'avance, si tant est que tu y ailles. J'irai. Eh bien, ça te regarde. Cependant, n'oublie pas mon conseil. Et, puisqu'il est question de la récompense, on reparle ces temps-ci de l'autre partie. Je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la main de la princesse. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais si la strigue ressemble à ce qu'on raconte, la plaisanterie est particulièrement macabre. Malgré tout, il n'a pas manqué d'imbéciles pour filer au galop jusqu'au manoir, dès que le bruit s'est répandu que c'était une occasion d'entrer dans la famille royale. Concrètement, 2 compagnons cordonniers. Pourquoi les cordonniers sont-ils si bêtes, Gérald? Je ne sais pas. Et des sorceleurs graves, des sorceleurs s'y sont frottés? Il y en eut plusieurs, et comment donc? Généralement, quand ils apprenaient qu'il fallait juste désenvoûter la strigue et non pas la tuer, ils haussaient les épaules et pliaient bagage. Du coup, les sorceleurs sont remontés dans mon estime, Gérald. Après eux, il en est venu encore un, plus jeune que toi. Je ne me rappelle pas son nom, si tant est qu'il me l'ait donné. Lui s'y est frotté. Et alors? La princesse aux dents acérées a dispersé ses tripes sur une sacrée distance, à une demi-portée d'arc. Gérald hochait la tête. Il n'y en a pas eu d'autres après? Si, il y en a eu encore un. Vélérald se tut un instant. Le sorceleur ne le pressait pas. Oui, finit par répondre le burgrave. Il y en a eu un autre. Au début, quand Foltest l'a menacé du gibet s'il tuait ou blessait la strigue, il a juste éclaté de rire et s'est mis à faire ses bagages. Mais finalement, Vélérald baissa de nouveau la voix. Il murmurait presque, penché par-dessus la table. Finalement, il a accepté. Vois-tu, Gérald, il y a ici, à Wizima, quelques personnes intelligentes, des gens haut placés, même qui sont là de toute cette affaire. Le bruit court que ces gens ont discrètement persuadé le sorceleur de tuer la strigue sans faire de cérémonie, ni perdre son temps à jeter des charmes. Il n'aurait qu'à dire au roi que le charme n'avait pas opéré, que sa fille était tombée dans l'escalier, bref, qu'il s'était produit un accident au cours de l'opération. Le roi, certes, se mettrait en colère et ne lui verserait pas un orin de récompense, mais l'affaire n'irait pas plus loin. Ce fripon de sorceleur a répliqué que si c'était pour tuer la strigue gratis, nous n'avons qu'à y aller nous-mêmes. Eh bien, nous n'avions pas le choix. Nous nous sommes cotisés, nous avons marchandé, sauf que tout ça n'a servi à rien. Gérald fronça les sourcils. À rien, dis-je, déclara Vélérald. Le sorceleur n'a pas voulu y aller tout de suite, dès la première nuit. Il préférait traîner, rester aux aguets, rôder dans le coin. D'après ce qu'on raconte, il a fini par voir la strigue, vraisemblablement en pleine action parce que la bête ne sort jamais de sa crypte simplement pour se dégourdir les jambes. Il a décampé la nuit même, sans même prendre congé. Gérald fit une légère grimace qu'il fallait sans doute interpréter comme un sourire.
Ces gens intelligents, commença-t-il, ont certainement gardé leur argent. Les sorceleurs ne se font pas de payer d'avance. Oui, dit Vélérald, bien sûr qu'ils l'ont gardé. La rumeur publique ne dit pas combien? Vélérald eut un large sourire. Certains disent 800. Gérald me remua la tête en signe de dénégation. D'autres parlent de 1000, marmonna le burgrave. Ce n'est pas beaucoup, si l'on tient compte du fait que la rumeur a tendance à tout amplifier. Après tout, le roi en offre 3000. N'oublie pas la fiancée, se gaussa Vérald. Mais de quoi parlons-nous? On sait tous que tu n'obtiendras pas ces 3000. Je bois un peu d'Ice tea, car il se fait soif. Hop. Ah, t'as vu? Tu la connais, je crois, cette bouteille. Et comment le sait-on? Vélérald appliqua un bon coup du plat de la main sur la table. Gérald, ne termine pas l'image que j'ai des sorceleurs. Cette affaire dure déjà depuis plus de 6 ans. La Strig expédie près d'une cinquantaine de personnes par an, même s'il y a moins de victimes aujourd'hui, parce que tout le monde se tient à distance du château. Oh non, mon frère, je crois au sortilège. J'ai déjà vu beaucoup de choses et j'ai confiance dans les pouvoirs des mages et des sorceleurs. Jusqu'à un certain point, cela va de soi. Mais ce désenvoûtement est une ineptie qui a germé dans la tête d'un vieillard bossu et morveux, abétis par sa avéti par sa pitance d'ermite. C'est une bêtise à laquelle plus personne ne croit, à part Foltest. Non, Gérald. Ada mit au monde une Strig parce qu'elle a couché avec son frère, voilà la vérité, et aucun sortilège n'y pourra rien. La Strig dévore des êtres humains, comme tous les Strigs, et il faut la tuer, normalement, simplement. Écoute, il y a 2 ans, des paysans d'un trou perdu des environs de Mahakam, sont allés en groupe massacrer à coups de ranche les dragons qui dévoraient leurs brebis, et ils n'ont même pas jugé utile de s'en vanter. Pendant ce temps, nous, ici, à Wizima, nous attendons un miracle, et à chaque pleine lune, nous barricadons nos portes et ligotons les criminels à pied devant le manoir en escomptant que la bête, une fois repue, retournera dans son cercueil. Ce n'est pas un mauvais moyen, dit le sorceleur en souriant. La criminalité a-t-elle diminué? Pas le moins du monde. Pour aller au château, au nouveau, c'est par où? Je t'y conduirai personnellement. Que penses-tu d'une proposition de la part de ces gens intelligents? Burgrave, dit Gérald. À quoi bon se presser? D'abord, quelles que soient mes intentions, il peut réellement se produire un accident au cours de l'opération. Alors, ces gens intelligents devraient bien se demander comment me protéger de la colère du roi et préparer les 1500 orins dont parle la rumeur publique. On avait 10 000. Non, seigneur Vélérald, dit le sorceleur d'un ton sans réplique. L'homme à qui vous en donniez 1000 s'est enfui sans demander son reste, rien qu'à la vue de la strigue. Ça veut dire que le risque est supérieur à 1000. Est-il supérieur à 1500? C'est ce qu'on verra. Bien entendu, je prendrai congé avant de partir. Vélérald se gratta la tête. Gérald, 1200? Non, Burgrave, ce n'est pas un boulot facile. Le roi en offre 3000, et je dois vous dire qu'il est parfois plus facile de désenvoûter que de tuer. Que de tuer. De tuer. Moi j'aime bien tuer. Que de tuer. L'un ou l'autre de ceux qui m'ont précédé, aurait bien fini par tuer la Strig si ça avait été aussi simple. Vous pensez qu'ils se sont laissés dévorer simplement parce qu'ils avaient peur du roi? D'accord, mon frère. Véléral branla la tête d'un air mélancolique. Marché conclu. Seulement, pas un mot au roi au sujet d'un éventuel accident au cours de l'opération. C'est un conseil d'ami. Foltest était mince. Il avait un trop joli village. J'arrive pas à parler. Foltest était mince. Il avait un joli,
un trop joli visage. Il ne doit pas avoir encore la quarantaine, estima le sorceleur. Assis sur un nain, sculpté dans du bois noir, le roi avait les jambes tendues vers l'âtre, auprès duquel se réchauffaient deux chiens. Sur un coffre à côté de lui était assis un homme barbu, d'âge mûr, solidement bâti. Un autre homme se tenait debout derrière le roi, richement vêtu, le visage empreint de fierté. C'était un grand dignitaire. En vrai, je comprends pourquoi il est adapté en jeu vidéo. Déjà là, ça ressemble à un choix de jeu vidéo facilité, mais plus basse récompense, difficulté, mais forte récompense. Ouais, tout à fait. Puis en plus, même l'univers, genre, il est propre. Mec, il a une mission où tu dois aider des strigs et tout. Enfin, l'univers de base est propre à créer un jeu vidéo. Enfin, genre, tout est déjà fait, l'histoire. Enfin, genre, t'as rien besoin de rajouter pour que ça soit fun à jouer au niveau du jeu. Genre, déjà là, tu dois faire des missions, aller tuer des monstres et tout. Genre, il y a déjà l'amusement du jeu vidéo qui est déjà créé dans l'histoire, quoi. Ainsi, vous êtes un sorceleur de Rivie, pardon, dit le roi en rompant le silence qui suivit le préambule de Vélérald. Oui, seigneur, dit Gérald en inclinant la tête. Pourquoi tes cheveux ont blanchi comme ça? Je vois bien que tu n'es pas vieux. C'est dû à des sortilèges? Bon, bon, calme-toi, ne dis rien. C'est juste une plaisanterie. Tu as quelques expériences, comme j'ose le croire. Oui, seigneur. Je serais heureux que tu m'en parles. Gérald s'inclina encore davantage. Pourtant, vous savez, seigneur, que notre code nous interdit de parler de ce que nous faisons. C'est un code pratiqué, honoré, sorceleur. Fort pratique. Enfin, sans entrer dans les détails, ça veut dire que tu as affaire à des noctules? Oui. À des vampires, à des ghouls? Aussi. Foltest marqua une hésitation. À des strigs? Gérald regarda le roi droit dans les yeux. Aussi. Foltest détourna la tête. Vélérad, j'écoute, votre gracieuse majesté. Tu l'as mis au courant des détails? Oui, votre gracieuse majesté. Il affirme que la princesse peut être désenvoûtée. Je le sais depuis longtemps. De quelle manière, honoré sorceleur? Ah, c'est vrai, j'ai oublié le code. Bon, juste une petite remarque. Plusieurs sorceleurs sont déjà venus me voir. Vélérald, tu lui as bien dit. Bien. C'est ainsi que j'ai appris que votre spécialité, c'est plus tuer que désenvoûter. Tuer n'entre pas en ligne de compte. S'il tombe un seul cheveu de la tête de ma fille, tu poseras la tienne sur le billot. C'est tout. Ostrit et vous, monsieur Séguelin, restez pour lui fournir tous les renseignements qu'il vous demandera. Il pose toujours beaucoup trop de questions, les sorceleurs. Nourrissez-le bien et qu'on le loge au château, qu'il n'aille pas traîner dans les auberges. Le roi se leva, siffla ses chiens et se dirigea vers la porte en faisant voltiger la paille répandue sur le sol de la salle. Arrivé à la porte, il se retourna. Si tu réussis, sorceleur, la récompense est à toi. Tu recevras peut-être même une rallonge si tu fais du bon travail. Bien sûr, il n'y a pas une once de vérité dans les balivernes qui circulent parmi le peuple quant à un mariage avec la princesse. Tu penses tout de même que je ne donnerai pas ma fille au premier vagabond venu? Non, seigneur, je ne le pense pas. C'est bien. Ça prouve que tu es intelligent. Foltest sortit en refermant la porte derrière lui. Vélérald et le dignitaire, debout jusque-là, s'installèrent aussitôt autour de la table. Le burgrave but la coupe du roi, encore à moitié pleine, jeta un coup d'œil dans la cruche et lâcha un juron. Ostrit, qui occupait le fauteuil de Foltest, regardait le sorceleur du coin de l'œil tout en caressant la coudoir sculptée. Ce gueulin, le barbu, invita Gérald à s'asseoir. Asseyez-vous, honoré sorceleur, asseyez-vous. On va nous apporter à souper tout de suite. De quoi souhaiteriez-vous parler? Le burgrave Vélérald a déjà dû tout vous dire. Je le connais et je sais qu'il parle plutôt trop que pas assez. J'ai juste quelques questions. Nous vous écoutons. Le burgrave m'a dit qu'après l'apparition de la strigue, le roi a fait venir de nombreux lettrés. Oui, surtout ne dites pas la strigue, dites la princesse. Cela vous évitera de commettre cette erreur en présence du roi, et vous échapperez au désagrément que cette erreur entraîne. Est-ce qu'il y avait parmi eux des lettrés connus, des lettrés célèbres? Oui, il y en a eu à ce moment-là et plus tard, mais je ne me rappelle pas leur prénom. Et vous, monsieur Ostrit? Je ne m'en souviens pas non plus, fit le dignitaire, mais je sais que certains jouissent de gloire et d'estime. On a beaucoup parlé d'eux.
Est-ce qu'ils admettaient l'idée que l'effet d'un sortilège peut être annulé? Ils étaient loin d'être tous d'accord, fit Séguelin avec un sourire, quel que soit le sujet, mais cette affirmation a été lancée. Ce devait être quelque chose de simple, qui ne demandait même pas de compétences magiques. D'après ce que j'ai compris, il suffisait que quelqu'un passe une nuit dans la crypte à côté du sarcophage, du coucher du soleil jusqu'au troisième chant du coq. C'est simple en effet, pouffa Vélérald. J'aimerais que vous me décriviez la princesse. Vélérald se leva brusquement. La princesse a l'allure d'une strigue, hurla-t-il. De la strigue la plus strigue dont on n'ait jamais entendu parler. Sa grandeur, la fille du roi, ce maudit super bâtard, a 4 coudées de haut. Elle fait penser à une barrique de bière. Elle a une gueule qui va d'une oreille à l'autre, pleine de dents aiguisées comme des poignards, des yeux rouges et des boucles rousses, des grosses paluches griffues de chat, sauvages, qui descendent jusqu'à terre. Je m'étonne que nous n'ayons pas encore commencé à dresser son portrait au court ami. La princesse, que la peste l'étouffe, a déjà 14 ans. Il est temps de songer à la marier à quelque prince héritier. Modère tes paroles, Burgrave, dit Ostrit en fronçant les sourcils et en jetant un coup d'œil vers la porte. Séguelin esquissa un sourire. Cette description, quoique très imagée, correspond assez bien à la réalité. Et c'est bien ce que vous vouliez savoir, honoré sorceleur, n'est-ce pas? Vélérald a oublié de préciser que la princesse se déplace à une vitesse incroyable, et qu'elle est beaucoup plus forte que le laisserait penser sa taille et sa stature. Et elle a bien 14 ans, c'est un fait, dans la mesure où c'est important. Ça l'est, dit le sorceleur. Elle n'attaque les gens qu'à la pleine lune? Oui, quand elle attaque à l'extérieur du château, répondit Séguéla. À l'intérieur du château, des gens meurent, quelles que soient les phases de lune. Mais elle ne sort qu'à la pleine lune, et pas à chaque fois. Est-ce qu'elle a déjà attaqué en plein jour? Non, jamais. Elle dévore toujours ses victimes? Véléral cracha sur la paille avec vigueur. Que le diable t'emporte, Gérald, on va souper dans un instant. Peuh. Elle les dévore, elle plante ses dents dedans, elle les abandonne. Ça doit dépendre de son humeur. À l'un, elle n'a arraché que la tête, elle en a éventré 2 ou 3 autres, et en a rongé quelques-uns proprement, à vif, si l'on peut dire. Putain de sa mère. Attention, Vélérald, siffla Ostrit. Raconte ce que tu veux sur la strigue, mais n'insulte pas Ada en ma présence, parce qu'en présence du roi, tu ne t'y risques pas. Oh, les insultes là, et t'as vu ça? Comme ils sont mal polis là? On est sur Twitch, exactement. Après Twitch, il va me bannir, il va dire oui, vous avez dit des gros mots, monsieur. Je vais faire Yamelo, c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont survécu à ces attaques demanda le sorceleur, faisant mine de ne pas avoir remarqué l'explosion de colère du dignitaire. Séguelin et Ostrit échangèrent un regard. Oui, dit le barbu, tout au début, il y a 6 ans, elle a agressé 2 soldats qui montaient la garde à l'entrée de la crypte. Il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Et après, glissa Vélérald, il y a eu le meunier qu'elle a attaqué aux environs de la ville. Vous vous rappelez? On amena le meunier tard dans la soirée. On amena le meunier tard dans la soirée du lendemain, dans la petite pièce au-dessus du corps de garde où avait été logé le sorceleur. Il fut amené par un soldat portant un manteau à capuchon. La conversation ne donna pas de grands résultats. Le meunier, terrorisé, bredouillait, bégayait. Ses cicatrices en dirent davantage au sorceleur. La strigue avait un écartement des mâchoires impressionnante et des dents effectivement acérées, dont 4 très longs crocs sur la mâchoire supérieure, 2 de chaque côté. Ses griffes étaient assurément plus acérées que celles des chats sauvages, mais moins recourbées. C'était d'ailleurs ce qui avait permis au meunier de s'arracher à leur étau. Son examen terminé, Gérald congédia le meunier et le soldat d'un signe de tête. Le soldat poussa le paysan derrière la porte et ôta son capuchon. C'était Foltest en personne. Tu peux t'asseoir, dit le roi. Je ne suis pas en visite officielle. J'ai appris que tu étais allé au manoir dans la matinée. Tu es satisfait de ta reconnaissance du terrain? Oui, seigneur. Quand passes-tu à l'action? Après la pleine lune. Elle est dans 4 jours. Tu préfères d'abord l'observer? Ce n'est pas très utile, mais rassasiée, la princesse sera moins agile.
La strigue, maître, la strigue. Ne prends pas de gants avec moi. Elle ne sera qu'une princesse après. C'est d'ailleurs de ça que je suis venu te parler. Réponds-moi franchement, en oubliant qui je suis. Sois bref et clair. Elle sera une princesse, oui ou non? Elle ne te rentra... et ne te rentranche pas derrière ton code, s'il te plaît. Je vais devoir AFK malheureusement, à plus tard. Eh bien, pas de soucis, merci d'être passé la Chips Ninja. Peut-être à plus tard si tu reviens d'ici la fin du live. Sinon, bon dimanche soir à toi et bonne semaine. Bonne semaine si tu ne reviens pas. Et merci d'être passé, c'était gentil. Du coup, pour l'instant, je suis en tête à tête avec Palga. Gérald s'essuie le front. Ah, il sent que c'est une question tendue, genre. Pfff, ouais, suivant ce que je vais répondre, je vais me prendre une patate, quoi. Je vous confirme, roi, qu'il est possible de faire disparaître le charme. Et, si je ne me trompe, c'est effectivement en passant une nuit au manoir. Le troisième chant du coq, dans la mesure où il surprendra la strigue en dehors de son sarcophage, fera disparaître le charme. C'est généralement ainsi qu'on procède avec les strigues. On va pouvoir se dire des choses. Ouh. Dans la limite de ça va être sur YouTube. Et évidemment, de il faut faire gaffe à ce que Twitch, hein, petit coquin, jetez à l'œil. Tu as de la chance que je n'ai pas cette scène où on voit le chat. C'est si simple? Ce n'est pas si simple. D'abord, il faut survivre à cette nuit. Ensuite, les événements peuvent ne pas suivre la norme. Par exemple, il peut ne pas falloir une nuit, mais trois nuits de suite. Et puis, il y a aussi des cas, disons, désespérés. Oui, vitupéra Foltest. C'est ce que certains n'arrêtent pas de me dire. Il faut tuer le monstre parce que son cas est incurable. Maître, je suis sûr qu'on s'est déjà entretenu avec toi, hein? On t'a demandé de tuer cette cannibale sans cérémonie, d'entrer, et de dire au roi qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Si le roi ne te paie pas, nous le ferons. C'est un moyen très pratique et peu onéreux, car le roi fera décapiter ou pendre le sorceleur, et l'or restera dans leur poche. Vous ferez absolument décapiter le sorceleur, roi? Demanda Gérald en se refrognant. Foltest regarda longuement le rive dans les yeux. Le roi n'en sait rien, finit-il par dire, mais un sorceleur doit prendre cette éventualité en compte. Gérald, à son cours, resta un moment sans rien dire. J'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir, fit-il enfin, mais si les choses tournent mal, je défendrai ma vie. Vous aussi, Seigneur, vous devez prendre cette éventualité en compte. Foltest se leva. Tu ne me comprends pas, il ne s'agit pas de ça. Il est clair que tu la tueras si tu te sens en danger, que ça me plaise ou non. Sinon, celle qui te tuera à coup sûr, irrévocablement. C'est une affaire que je n'ébride pas, mais je ne punirai personne qui la tuerait pour se défendre. Cependant, je ne permettrai pas qu'on la tue sans essayer de la sauver. Il y a déjà eu différentes tentatives. On a incendié le vieux château, on lui a tiré dessus à l'arc, on a creusé des trous, tendu des pièges et des choses trappes, tant que je n'ai pas eu fait prendre quelques-uns. Mais il ne s'agit pas de ça, maître. Écoute-moi. Je vous écoute, roi. Après les trois chants du coq, la strigue aura disparu, si j'ai bien compris. Et qui aura-t-il à sa place? Si tout marche bien, une jeune fille de 14 ans, avec des yeux rouges et des dents de crocodile. Ce sera une adolescente normale, sauf que... Eh bien, on continue. Normale physiquement. Mais voilà servi. Et psychiquement. Il lui faudra quelque chose. Il faudra chaque matin un seau de sang pour son petit déjeuner, une cuisse de jeune fille. Les subtilités. Non, psychiquement, il n'est pas possible de le dire. Je pense qu'elle aura l'âge mental, et ce que je sais, d'un enfant de 3 ou 4 ans. Il lui faudra des soins attentifs pendant longtemps. C'est certain, maître? Je vous écoute, roi. Est-ce que ça peut revenir plus tard? Le sorceleur ne répondit pas. Ah! Fit le roi. C'est possible? Et que se passerait-il alors? Si jamais elle mourait, après être restée sans connaissance pendant plusieurs jours, il faudrait brûler son corps, sans tarder. Foltest se rembrunit. Ah, exactement, Balga. Mais je ne pense pas que les choses en arriveront là, ajouta Gérald. Pour plus de sécurité, Seigneur, je vais vous donner quelques indications pour réduire le danger. Excusez-moi, je commence à voir le hockey, donc c'est un peu chiant. Tout de suite, ce n'est pas trop tôt, maître, et si... Tout de suite, le coupa le rive. Tout peut arriver, roi.
Il n'est pas exclu que le matin, vous trouviez dans la crypte la princesse désenvoûtée à côté de mon cadavre. Vraiment, même si je t'ai donné l'autorisation de la tuer pour te défendre, une autorisation d'ailleurs à laquelle tu ne semblais pas attacher tellement d'importance. L'affaire est grave, roi. Il y a un grand risque. Aussi, écoutez-moi. La princesse devra toujours porter un saphir, de préférence avec une inclusion, qui sera suspendu à son cou par une chaînette en argent. Elle devra le porter tout le temps, jour et nuit. Prendre grande inspiration, bouchonner. Mais ça marche pas ce genre de technique sur moi. Du coup, c'est un peu chiant. Je suis genre. Qu'est-ce qu'un saphir? Qu'est-ce que c'est un saphir avec une inclusion? C'est un saphir avec une petite bulle d'air à l'intérieur de la pierre. En outre, il faudra de temps en temps faire brûler de la cheminée de la chambre où elle dormira des branches de genévrier, de genêt et de coudrier. Foltest resta songeur. Je te remercie pour tes conseils, maître. Je m'y conformerai si... Maintenant, à ton tour de m'écouter. Si tu constates que son cas est désespéré, tue-la. Si tu la désenvoûtes et que la fille n'est pas normale, tu as l'ombre d'un doute et si tu crains de ne pas avoir pleinement réussi, tue-la aussi. N'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre de ma part. Je crierai sur toi devant les gens, je te chasserai du château et de la ville pour la forme. Bien entendu, tu ne recevras pas la récompense, mais peut-être que tu réussiras à obtenir quelque chose de qui tu sais. Ils restèrent un moment silencieux. Gérald, Foltest appelait le sorceleur par son prénom pour la première fois. Oui, roi. Qu'y a-t-il de vrai dans ce qu'on raconte, à savoir que si l'enfant est né comme ça, c'est parce qu'Ada était ma sœur. Gérald, est-ce que c'est grave de l'inceste? C'est un peu ça, quoi. Après, si t'es pas deux, je peux rien pour toi. On se calme, hein. C'est pas parce que tu as le statut de modérateur que je peux pas te bannir. Il n'y a pas grand-chose de vrai. Il faut rompre le charme. Les effets d'une malédiction ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Mais je pense que c'est à cause de votre liaison avec votre sœur qu'un charme a été jeté sur l'enfant. C'est ce que je pensais. C'est aussi ce que disent certains lettrés. Gérald, qu'est-ce qui provoque ce genre d'affaires? Des charmes? De la magie? Je ne sais pas, roi. C'est aux lettrés d'étudier les causes de ces phénomènes. À nous, les sorceleurs, il nous suffit de savoir qu'ils peuvent être provoqués par une volonté concentrée, et de savoir comment en venir à bout. En tuant? Le plus souvent. C'est en général pour ça qu'on nous paie. Il est rare qu'on nous demande des désenvoûtements, roi. Le plus souvent, les gens veulent simplement se préserver d'un danger. Mais quand un monstre a des êtres humains sur la conscience, il s'y ajoute les mobiles de la vengeance. Le roi se leva, fit quelques pas dans la pièce et s'arrêtait devant le glaive du sorceleur, accroché au mur. Avec ça? Demanda-t-il sans regarder le Gérald. Non, celui-là est destiné aux humains. C'est ce que j'ai entendu dire. Tu sais quoi, Gérald? J'irai avec toi dans la crypte. C'est exclu. Foltest retourna, les yeux brillants. Est-ce que tu sais, sorcier, que je ne l'ai jamais vu, ni après sa naissance, ni depuis? J'avais peur. Je risque de ne plus jamais avoir l'occasion de la voir, n'est-ce pas? J'ai au moins le droit de voir comment tu t'y prendras pour l'assassiner. C'est exclu, je le répète. Ce serait courir à une mort certaine, pour moi également. Si jamais mon attention, ma volonté faiblisse, non, roi. Foltest fit demi-tour, se dirigea vers la porte. Gérald eut un moment de l'impression qu'il allait sortir sans dire un mot, sans un geste d'adieu. Mais le roi s'arrêta et le regarda. Tu inspires confiance, dit-il. Mais je sais que tu es un drôle de lascar. On m'a raconté ce qui s'est passé à l'auberge. Je suis sûr que tu as tué ces brigands avec la seule intention de faire parler de toi, de secouer les gens, de me secouer. Il est évident pour moi que tu aurais pu les battre sans les tuer. Je crains de ne jamais savoir si ton intention est de sauver ma fille ou de la tuer. Mais j'accepte. Je ne peux pas faire autrement. Tu sais pourquoi? Gérald ne répondit pas. Parce que je pense, dit le roi, je pense qu'elle souffre, n'est-ce pas? Le sorceleur posa sur le roi un regard pénétrant. Il n'acquiescia pas, ne hocha pas la tête. Il ne fit pas le moindre geste, mais Foltest comprit. Il connaissait la réponse. Gérald jeta un dernier coup d'œil par une fenêtre du manoir. La nuit tombait vite. Wingardium Leviosa. Merci Una12 pour le follow. Merci bien.
c'est très sympa de me soutenir. Installe-toi tranquillement pour la lecture de The Witcher. Et merci pour le follow. De l'autre côté du lac, on voyait scintiller les petites lumières de Wizima. Les alentours du manoir étaient déserts. Depuis 6 ans, une bande de terre en friche séparait la ville de cet endroit dangereux où il ne restait que quelques ruines, des solives vermoulues et le reste d'une palissade pleine de brèches qu'on avait de toute évidence jugé peu rentable de démonter pour la remonter ailleurs. Merci Misty Guns pour le follow. Merci beaucoup. Oui, merci, ça fait plaisir. Installe-toi toi aussi. Son nouveau château formait une masse sombre qui se découpait au loin sur le ciel en train de prendre sa couleur bleu nuit. Le sorceleur, qui se trouvait dans l'une des salles vides, pillées, retourna à la table poussiéreuse sur laquelle il faisait ses préparatifs, sans se presser, calmement et avec grand soin. Du temps, comme il le savait, il en avait à revendre. La strigue ne quitterait pas la crypte avant minuit. Devant lui, sur la table, était posé un petit coffret garni de ferrures. Il l'ouvrit. On pouvait voir à l'intérieur, serrés comme des compartiments tapissés d'herbes sèches, de petits flacons de verre sombre. Le sorceleur en sortit 3. Il ramassa par terre un paquet allongé, enveloppé de peaux de brebis, maintenu par une courroie. Il les déroula, en sortit un fourreau noir et brillant, couvert de rangées de symboles et de signes runiques, d'où dépassait la poignée décorative d'un glaive. Il dénuda la lame qui chatoyait d'un éclat pur. Elle était en argent massif. Gérald murmura une formule, but successivement le contenu des 2 flacons, posa la main gauche sur le pommeau de son glaive après chaque gorgée, et puis il s'enveloppa soigneusement dans son manteau noir et s'assit par terre. Il n'y avait aucun siège, ni là, ni ailleurs, dans tout le manoir. Il resta assis sans bouger, les yeux fermés. Son souffle, d'abord égal, s'accéléra soudainement. Il devint rauque, saccadé, avant de s'arrêter complètement. La mixture que le sorceleur avait avalée lui permit de contrôler totalement le travail de tous les organes de son corps. Elle était essentiellement composée d'élébores, de stramoine, d'aubépine et d'euphorbes. Les autres ingrédients ne possédaient de nom dans aucune langue humaine. Pour quelqu'un qui n'était pas habitué comme l'était Gérald depuis son enfance, cet élixir aurait été un poison mortel. Le sorceleur tourna brusquement la tête. Son ouïe, d'une acuité à présent supérieure à la normale, n'eut pas de mal à saisir dans le silence un léger bruit de pas dans la cour d'honneur envahie d'orties. Ce ne pouvait pas être la strigue, il faisait encore trop jour. Gérald jeta son glaive sur son dos, cacha son baluchon dans l'âtre de la cheminée en ruine, et, aussi silencieux qu'une chauve-souris, monta l'escalier en courant. Dans la cour, il faisait encore suffisamment jour pour que l'homme qui arrivait pût distinguer le visage du sorceleur. L'homme, c'était Ostrit, recula brusquement, une grimace spontanée de terreur et de dégoût lui tordit la bouche. Le sorceleur eut un rictus. Il savait quel air il avait. Le mélange du mandragore, d'aconite et de fraise donne au visage la couleur de la craie et les pupilles occupent toutes les risses. Cependant, il permet de voir dans les ténèbres les plus épaisses, et c'était le but poursuivi par Gérald. Ostrit se ressaisit vite. Tu as déjà l'air d'un cadavre, sorcier, lui dit-il. Sans doute à cause de la peur. Ne crains rien, je t'apporte ta grâce. Le sorceleur ne répondit pas. Tu n'entends pas ce que je te dis, espèce de guérisseur de Rivie. Tu es sauvé et riche. Ostrit soupesa dans sa main une assez grosse bourse qu'il jeta aux pieds de Gérald. Yohan Nico, merci pour le follow. Merci bien, installe-toi toi aussi. 1000 orins, prends-les, enfourche ton cheval, et fiche le camp d'ici. Le rive ne disait toujours rien. Ne me regarde pas en écarquillant les yeux comme ça, s'écria Ostrit en haussant la voix. Et ne me fais pas perdre mon temps. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Tu ne comprends pas? Je ne désire pas que tu désenvoûtes la princesse, non. Ne te dis pas que tu as deviné. Je ne suis pas du côté de Vélérald et de Sir Rigolin. Je ne veux pas que tu la tues. Tu dois tout simplement ficher le camp. Les choses doivent demeurer telles qu'elles le sont. Le sorceleur ne bougea pas. Il ne voulait pas que le dignitaire se rendît compte à quel point ses gestes et ses réactions étaient maintenant accélérés. La nuit tombait vite. La situation était favorable, dans la mesure où la pénombre du crépuscule
était encore trop vive pour ses pupilles dilatées. Et pourquoi, Seigneur, les choses doivent-elles demeurer telles qu'elles le sont demanda-t-il, en tâchant de prononcer chaque mot lentement. Ça, dit Ostrith, en relevant fièrement la tête, c'est une chose diablement personnelle qui ne te regarde pas. Et si jamais je le savais, tiens, tiens, il sera plus facile d'écarter Foltest du trône si la strigue tourmente les gens encore plus. Si les dignitaires et le peuple n'en peuvent plus de toute la folie du roi, n'est-ce pas? Je suis venu chez vous en passant par la Redanie, par Novigrad. On y raconte beaucoup de choses sur le fait que certains, à Wizima, voient le roi ou Vizimir comme un sauveur, un véritable monarque. Mais moi, Seigneur, Ostrith, je ne m'intéresse ni à la politique, ni à la succession au trône, ni aux révolutions de palais. Je suis ici pour accomplir mon travail. Vous n'avez jamais entendu parler du sens du devoir et de la simple honnêteté, de l'honnêteté professionnelle? Prends garde, n'oublie pas à qui tu parles, vagabond, s'écria Ostrith furieux, en posant la main sur la poignée de son glaive. J'en ai assez. Je n'ai pas l'habitude de discuter avec le premier venu. Regardez-moi ça. Tout de suite l'honnêteté, les codes, la morale. Et qui est-ce qui dit ça? Un brigand qui, à peine arrivé, assassine des hommes? Qui se prosterne devant Foltest et derrière son dos, marchande avec Vélérald comme un tueur à gages? Et tu oses me prendre de haut, valet? Tu oses feindre d'être un lettré, un mage, un sorcier? Espèce de sorceleur galeux, fous le camp avant que je te transperce la gueule du plat de mon épée. Alors du coup on va juste changer, hop, mettre la musique que Balgar nous avait proposée. Voilà. Hop, hop. Excusez-moi pour petite pause du coup. Une musique un peu mieux quand même. Le sorceleur n'eut même pas un frémissement. C'est vous qui allez partir d'ici, Seigneur Ostrith, dit-il. La nuit s'épaissit. Ostrith recula d'un pas et dégaina comme l'éclair. C'est toi qui l'auras voulu, sorcier. Je vais te tuer. Tes machinations ne serviront plus à rien. J'ai une pierre de tortue. Attention, hein, il a un petit caillou. Gérald sourit. La réputation du pouvoir de la pierre de tortue est tout aussi répandue qu'usurpée. Mais le sorceleur ne songeait pas à prendre ses forces en formule magique, et encore moins à croiser son fer en argent avec celui d'Ostrith. Il esquiva les moulinets de l'épée du dignitaire, et d'un coup de poignet, de sa manchette ornée de clous d'argent, frappa celui-ci la tempe. Ostrith reprit rapidement connaissance. Il promena son regard dans l'obscurité épaisse. Il s'aperçut qu'il était attaché. Il ne voyait pas Gérald, debout à côté de lui, mais il comprit où il était et poussa des hurlements prolongés, terrifiants. « Tais-toi, lui dit le sorceleur, sinon tu vas l'attirer avant l'heure. Maudit meurtrier, où es-tu? Détache-moi immédiatement, bandit. Pour ce forfait tu seras pendu, fils de chienne. Tais-toi. Osrit haletait. Tu vas la laisser me dévorer alors que je suis attaché, demanda-t-il d'une voix plus calme, avant de prononcer une injure grossière, presque dans un murmure. Non, dit le sorceleur, je vais te libérer, mais pas maintenant. Canaille, siffla Ostrith. Pour détourner la strigue? Oui. Ostrith se tut. Il cessa de se débattre. Sorceleur? Oui. C'est vrai que je voulais renverser Foltest. Je ne suis pas le seul. Mais je suis le seul à avoir souhaité sa mort. Je voulais qu'il meure en souffrant d'atroces tortures, qu'il devienne fou, qu'il pourrisse vif. Tu sais pourquoi? Gérald ne répondait pas. J'aimais Ada, la sœur du roi, la maîtresse du roi, la putain de roi. Je l'aimais, sorceleur, tu es là? Oui. Je sais ce que tu penses. Mais ce n'est pas ça. Crois-moi, je n'ai jeté aucun sort, je ne m'y connais pas en sortilège. Juste une fois en colère, j'ai dit... Juste une fois. Sorceleur, tu m'écoutes? Oui. C'est sa mère, la reine. Ça ne peut être qu'elle. Elle ne supportait pas de les voir, Ada et lui. Ce n'est pas moi. Moi j'ai essayé juste une fois de persuader Ada, tu sais, mais Ada, sorceleur. J'ai perdu la tête et je lui ai dit, sorceleur, ce serait moi? C'est moi? Ça n'a plus d'importance. Sorceleur, mes nuits approchent? Oui. Laisse-moi partir plus tôt. Donne-moi plus de temps. Non. Ostrith n'entendit pas le grincement du couvercle du sarcophage, mais le sorceleur l'entendit, lui. Il se pencha
et trancha de son poignet les liens du dignitaire. Austrite ne demanda pas son reste. Il se leva d'un bond, boitia d'une façon disgracieuse, les jambes engourdies, puis se mit à courir. Son regard s'était suffisamment accoutumé à l'obscurité pour voir le chemin qui menait de la salle principale vers la sortie. La dalle, qui bloquait l'entrée de la crypte, se souleva et retomba avec un grand fracas. Gérald, qui s'était caché par mesure de précaution derrière la balustrade de l'escalier, aperçut la silhouette difforme de la strigue qui filait en souplesse avec rapidité et assurance dans le sillage du bruit des pas d'Austrite. La strigue n'avait émis aucun son. Un cri tremblant, monstrueux, infernal, déchira la nuit, secoua les vieux remparts et dura, crescendo et décrescendo, vibrant. Le sorceleur était incapable d'évaluer exactement la distance. Son ouïe, exacerbé, le trompait, mais il savait que la strigue avait eu tout fait de s'attaquer à Austrite, trop tôt. Il sortit de son abri pour aller se poster tout près de l'entrée de la crypte. Il se débarrassa de son manteau, fit un mouvement des épaules pour rectifier la position de son glaive, enfila ses gants. Il disposait encore d'un petit moment. Il savait que même repu depuis la dernière pleine lune, la strigue excusez-moi. Il savait que même repu depuis la dernière pleine lune, la strigue n'abandonnerait pas si vite le cadavre d'Austrite. Le cœur et la foi constituaient de précieuses provisions pour sa longue léthargie. Le sorceleur attendait. Selon ses calculs, 3 heures environ le séparaient des premières lueurs de l'aube. Seul le chant du coq pourrait l'induire en erreur. D'ailleurs, il n'y avait probablement plus de coq dans les environs. D'abord, il l'entendit. Elle avançait lentement, en traînant les pieds par terre, et puis il la vit. La description que lui en avait faite était exacte. Sa grosse tête disproportionnée, plantée sur un cou très court, était entourée d'une auréole de cheveux rougeâtres, crépus et emmêlés. Ses yeux brillaient dans le noir comme 2 braises. La strigue se tenait immobile, les yeux fixés sur Gérald. Soudain, elle ouvrit la gueule et, comme pour faire étalage de ses énormes dents blanches et pointues, à la suite de quoi elle claqua la mâchoire d'un coup sec, évoquant la fermeture d'un coffre. Elle bondit aussitôt, sur place, sans élan, ses griffes ensanglantées tendues vers le sorceleur. Gérald fit un bond en arrière, et une brusque volte-face, la strigue le frôla, fit elle aussi une volte-face en lacérant l'air de ses griffes. Elle ne perdit pas l'équilibre et repartit immédiatement à l'attaque en faisant demi-tour. Ses dents claquèrent juste devant la poitrine de Gérald. Le rive fit un bond dans l'autre sens, opéra 3 tours sur lui-même en vrombissant pour désorienter la strigue. En faisant un bond en arrière, il lui asséna sur le côté de la tête un coup sans élan mais puissant, avec les pointes en argent fichées de son gant au niveau des jointures. La strigue poussa un rugissement de rage, qui remplit le manoir d'un écho retentissant, tomba sur le sol, s'immobilisa et se mit à hurler, des hurlements sourds, inquiétants, furieux. Le sorceleur eut un sourire mauvais. Comme il l'escomptait, ses premières tentatives se voyaient couronnées de succès. L'argent était mortel pour la strigue, comme pour la plupart des monstres engendrés par des charmes. Il y avait donc une chance pour que cette bête hideuse fût comme les autres, ce qui pouvait garantir la réussite du désenvoûtement. Quant à son glaive en argent, son ultime recours, il pourrait garantir à sa survie, à lui. La strigue n'était pas pressée de repartir à l'attaque. Cette fois, elle s'approchait lentement en montrant les crocs. Bavant d'une façon répugnante, Gérald recula, décrivit un demi-cercle en avançant prudemment les pieds, tantôt ralentissant, tantôt accélérant ses mouvements. Il déconcentrait la strigue, l'empêchait de se mobiliser pour sauter. Tout en marchant, le sorceleur déroulait une longue chaîne fine et solide, alourdie au bout. La chaîne était en argent. Au moment où la strigue s'élança pour sauter, la chaîne siffla dans l'air et s'enroula en un clin d'œil autour de ses épaules, du cou et de la tête du monstre comme un serpent. La strigue s'effondra en plein saut en émettant un cri aigu qui déchira les tympans. Elle se débattait sur le sol en poussant d'horribles rugissements, sans qu'on sût si c'était de la colère ou à cause de la douleur cuisante que lui infligeait le métal haïssable. Gérald était content. S'il l'avait voulu,
Tuer la strigue ne lui aurait alors posé aucun problème insurmontable. Mais le sorceleur ne dégainait pas son glaive. Jusqu'à présent, le comportement de la strigue ne lui donnait aucune raison de croire que son cas pouvait être incurable. Il recula à distance respectueuse et, sans quitter des yeux la forme qui se tortillait sur le sol, prenait de profondes inspirations. Il se concentrait. La chaîne lâcha. Les maillons en argent se répandirent en pluie de tous les côtés, en tintant sur la pierre. Aveuglé par la rage, la strigue se rua à l'attaque en hurlant. Gérald attendait calmement. Il leva la main droite et dessina devant lui le signe d'Arde. La strigue fut projetée à plusieurs pas en arrière, comme frappée par un marteau, mais elle se maintint sur ses jambes, sortit ses griffes, dénuda ses crocs. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et se mirent à flotter comme si elle était prise dans une bourrasque. Avec difficulté, en râlant, elle avançait. Pas à pas, lentement, mais elle avançait. Gérald s'inquiéta. Il ne s'attendait pas à ce que le signe, si simple, paralysait complètement la strigue, mais il ne s'attendait pas non plus à ce que la becque vainquît si facilement la résistance. Il ne pouvait tenir la cygne trop longtemps, c'était trop épuisant, et la strigue n'avait plus qu'à peine une dizaine de pas à parcourir. Il ôta subitement le cygne et fit un bond de côté. Comme il s'y attendait, la strigue, surprise, vola en avant, perdit l'équilibre, bascula, glissa sur le sol et roula dans l'escalier dans l'ouverture béante de l'entrée de la crypte. En bas, retentirent ses hurlements barbares. Pour gagner du temps, Gérald sauta dans l'escalier qui menait à une petite galerie. Il n'avait pas monté une demi-marche que la strigue surgissait de la crypte en se déplaçant à toute allure comme une énorme araignée noire. Le sorceleur attendit de la voir se lancer à sa poursuite dans l'escalier pour franchir la balustrade et sauter en bas. La strigue tournoya dans l'escalier, rebondit et fonça sur lui dans un incroyable bond de plus de 10 mètres. Elle ne se laissait pas plus si facilement piéger par ses pirouettes. À 2 reprises, ses griffes égratignèrent le pourpon en cuir du rive. Mais un nouveau coup de pointe d'argent de son gant repoussa la strigue avec la violence du désespoir et la fit vaciller. Gérald, sentant la fureur monter en lui, balança d'avant en arrière, s'arc-bouta et d'un énergique coup de pied dans le flanc, terrassa la strigue. Le rugissement qu'elle émit surpassa en puissance tous ses cris précédents. Le crépi du plafond en tomba. La strigue se releva, tremblante d'une colère incontrôlée et d'une pulsion meurtrière. Gérald attendait. Il avait dégainé son glaive, et de la pointe décrivait des cercles dans l'air. Il avançait, contournait la strigue en veillant à ce que les mouvements de son épée fussent décalés par rapport au rythme de ses pas. La strigue ne sautait pas, elle se rapprochait lentement, suivant des yeux l'arrêt clair de la lame. Gérald s'arrêta brusquement et se figea, le glaive en l'air. La strigue, déconcertée, s'immobilisa également. Le sorceleur décrivit de la pointe un lent arc de cercle, fit un pas de côté de la strigue, puis un autre. Puis il sauta en faisant tournoyer son glaive au-dessus de sa tête. La strigue se recroquevilla, battit en retraite en zigzagant. Gérald était de nouveau tout proche, son fer miroitait dans sa main. Les yeux du sorceleur s'illuminèrent d'un éclat inquiétant. Derrière ses dents serrées se précipitaient des rugissements rauques. La strigue recula de nouveau, poussée en arrière par la force de la haine, de la colère et de la violence concentrée qui émanait de l'homme en train de l'attaquer et qui l'assaillait par vagues en s'infiltrant dans son cerveau et ses entrailles. Effrayée, au point d'en avoir mal, par un sentiment encore inconnu d'elle, elle laissa échapper un piaulement de contrariété, fit un tour sur elle-même et s'élança dans une fuite folle dans l'obscur labyrinthe des couleurs du manoir. Gérald, frissonnant, se tenait au milieu de la salle, seul. Il fallait du temps, pensa-t-il, avant que cette danse au bord du gouffre, ce ballet endiablé, macabre, du combat abouti au résultat espéré, lui permit de fusionner psychiquement avec son adversaire, d'être en harmonie avec les couches de volonté concentrée qui débordaient de la strigue. De volonté mauvaise, maladive, qui était l'origine de la strigue,
Le sorceleur trembla au souvenir du moment où il avait absorbé cette charge du mal pour la diriger sur le monstre, comme un miroir. Il n'avait encore jamais rencontré une telle concentration de haine et de folie meurtrière, même pas chez les basiliques qui jouissaient pourtant dans ce domaine d'une sacrée réputation. Tant mieux, se disait-il en se dirigeant vers l'entrée de la crypte, qui faisait comme une énorme flaque noire sur le sol. Tant mieux. Le choc que la strigue elle-même a subi en était d'autant plus fort. Ainsi, il aurait eu un peu plus de temps pour agir avant que la bête hideuse se remît du choc. Le sorceleur se demandait s'il aurait encore la force de fournir le même effort. L'action des élixirs diminuait et l'aube était encore loin. Il était hors de question que la strigue retournât dans la crypte avant les premières lueurs de l'aurore, sinon tout le mal qu'il s'était donné n'aurait servi à rien. Il descendit l'escalier. La crypte n'était pas grande, elle contenait 3 sarcophages de pierre. Le couvercle du premier, à partir de l'entrée, était à moitié écarté. Gérald sortit de son sein le 3e flacon, et il en but rapidement le contenu et pénétra dans le tombeau où il disparut. Comme il s'y attendait, c'était un double tombeau, pour la mère et pour la fille. Il tira le couvercle sur lui, seulement, quand il parvint d'en haut un nouveau rugissement de la strigue. Il s'allongea sur le dos, à côté de la dépouille momifiée d'Ada, et traça sur l'intérieur du couvercle le signe d'Irden. Il posa sur sa poitrine son glaive et un minuscule sablier phosphorescent. Il croisa les mains. Il n'entendait plus les hurlements de la strigue qui fouillait le manoir. D'une façon générale, il cessait petit à petit d'entendre parce que le Kolchik et la Chénodine commençaient à agir. Quand Gérald ouvrit les yeux, le sable avait déjà coulé dans le vase inférieur du sablier, ce qui voulait dire que sa léthargie avait même été plus longue qu'elle aurait dû. Il tendit l'oreille, mais n'entendit rien. Ses sens fonctionnaient à nouveau normalement. Il empoigna son glaive, glissa la main sur le couvercle du sarcophage, en murmurant une formule, la suite de quoi il déplaça légèrement la dalle de quelques pouces. Aucun bruit. Il écarta davantage le couvercle, s'assit et aventura la tête à l'extérieur du tombeau, son arme prête à entrer en action. L'intérieur de la crypte était plongé dans l'obscurité, mais le sorceleur savait que dehors, le jour commençait à poindre. Il battit le briquet, alluma une petite lanterne miniature, la souleva, en projetant des ombres fantastiques sur les murs de la crypte. Elle était déserte. Il s'extirpa non sans mal du sarcophage, meurtri, engourdi, transi de froid. C'est alors qu'il l'aperçut. Elle gisait sur le dos, près du tombeau, nue, inconsciente. Elle était plutôt laide, toute menue, avec des petits seins pointus, sales. Ses cheveux, d'un roux fauve, lui descendaient presque jusqu'à la taille. Posant la lanterne sur la dalle, il s'agenouilla près de la fille et se pencha sur elle. Elle avait les lèvres pâles. Le coup qui lui avait asséné avait laissé un gros hématome sur ses pommettes. Gérald posa son glaive et retira son gant pour lui retrousser la lèvre supérieure sans plus de cérémonie. Elle avait les dents normales. Il chercha sa main plongée dans ses cheveux emmêlés. Il alla palper cette main quand il aperçut ses yeux ouverts, trop tard. Elle lui agrippa le cou de ses griffes en le lacérant en profondeur. Le sang de Gérald lui éclaboussait la figure. Elle poussa un hurlement, cherchant de son autre main à atteindre ses yeux. Il s'abattit sur elle, bloquant ses poignets de 2 mains, la clouant au sol. Elle claqua des dents, à présent trop courtes, devant le visage de Gérald. Il lui donna un coup de tête dans la figure, augmentant sa pression, en l'étouffant. Elle n'avait plus la force qu'elle avait auparavant. Elle se démenait juste sous lui, hurlait en crachant du sang, son sang, à lui, qui lui inondait la bouche. Le sang coulait à flots. Le temps manquait. Le sorceleur poussa un juron et lui planta les dents dans le cou, juste sous l'oreille. Il serra les dents du plus fort qu'il put, jusqu'à ce que les hurlements inhumains se transformèrent d'abord en cris aigus, désespérés, puis en gros sanglots. C'étaient les pleurs d'une jeune fille de 14 ans à qui on fait du mal. Dès qu'elle eut cessé de s'agiter, il la lâcha, se dressa sur les genoux, prit un morceau de toile dans une poche qui se trouvait sur sa manche et la pressa sur son cou. Il trouva son glaive à tâtons, appliqua la lame sur la gorge de la jeune fille inconsciente, se pencha sur sa main. La fille avait des ongles sales, cassés, ensanglantés, mais normaux.
tout à fait normaux. Le sorceleur se releva péniblement. Par l'entrée de la crypte se déversait déjà la grisaille moite du petit jour. Il se dirigea vers l'escalier, mais il vacilla et s'assit lourdement, sur le sol. À travers la toile imprégnée, son sang coula sur ses bras, dégoulinait dans une manche. Il défit son pourpoint, arracha sa chemise, la décousit, y tailla des chiffons qu'il noua autour de son cou, en sachant qu'il devait faire vite, parce qu'il n'allait pas tarder à s'évanouir. Il y parvint, puis il s'évanouit. À Wizima, de l'autre côté du lac, un coq hérissant ses plumes dans la fraîcheur de l'humidité, chanta pour la troisième fois, d'une voix rauque. Il découvrit les murs blanchis à la chaux et les poutres du plafond de la petite pièce située au-dessus de son corps de garde. Il ruma la tête et se tordit de douleur. Il gémit. Son cou était couvert d'un épais bandage solide, fait d'une main d'experte. Ne bouge pas, sorcier, lui dit Véléral. Ne bouge pas, reste couché. Mon glaive. Oui, oui, la seule chose qui compte pour toi, c'est ton glaive en argent, de sorceleur. Il est là. Ne t'inquiète pas. Il y a ton glaive et ton coffret, et les 3000 orins. Oui, oui, ne dis rien. Je suis un vieil imbécile, et toi, tu es un sorceleur intelligent. Foltest n'arrête pas de répéter ça depuis 2 jours. Eh oui, depuis 2 jours. Elle t'a bien tranché le cou. On voyait tout ce que tu as à l'intérieur. Tu as perdu beaucoup de sang. C'est une chance que nous ayons foncé jusqu'au manoir après le troisième chant du coq. À Wizima, cette nuit-là, personne n'a dormi. C'était impossible. Vous faisiez un vacarme invraisemblable. Je ne te fatigue pas avec mon bavardage? La princesse. La princesse est comme toutes les princesses. Elle est maigre et un peu bébête. Elle pleure tout le temps et pisse au lit. Mais Foltest dit qu'elle va changer. Je pense pas qu'elle peut changer. En pire. Hein, Gérald? Le sorceleur avait fermé les yeux. Bon, j'y vais. Vélérald se leva. Repose-toi. Gérald? Avant que je m'en aille, dis-moi pourquoi tu voulais la mordre, hein, Gérald? Le sorceleur dormait. La voix de la raison 2. Gérald! Réveillé en sursaut, il dressa la tête. Le soleil, déjà haut, infiltrait de force ses taches dorées aveuglantes par les volets à claire-voie, envahissait la pièce de sa lumière tentaculaire. Le sorceleur mit sa main en visière, un réflexe dont il n'avait pas réussi à se débarrasser, même si ce geste était inutile, puisqu'il lui suffisait de détrécir ses prunelles en fente verticale. Il est déjà tard, dit Nénec en ouvrant les volets. Vous avez bien dormi. Iola, sauve-toi. File. La jeune fille se mit brusquement sur son séant, se pencha hors de la couche pour ramasser sa mante par terre. Gérald sentit un filet de salive refroidir sur son bras, à l'endroit où étaient posées les lèvres de la fille quelques instants plus tôt. Attends un peu, dit-il d'une voix hésitante. Elle lui jeta un regard et détourna son visage. Ayola était métamorphosée. Elle n'avait plus rien d'une ondine, plus rien de la lumineuse apparition embaumant la camomille qu'elle était à l'aube. Ses yeux n'étaient pas noirs, mais bleu pervenche. Elle avait des taches de rousseur sur le nez, la gorge et les bras. Ces taches de rousseur étaient tout à fait charmantes, en harmonie avec son teint et sa chevelure fauve. À l'aube, quand elle était son rêve, il n'y avait pas prêté attention. Avec honte et regret, il constata qu'il lui en voulait. Il lui en voulait de ne pas être resté en rêve, et il ne se pardonnerait jamais de lui en vouloir. Attends un peu, répéta-t-il. Aïeula, je voulais. Ne dis plus rien, Gérald, intervient Nénec. De toute façon, elle ne te répondra pas. Sauve-toi, Aïeula. Dépêche-toi, mon petit. Enveloppée dans sa mante, la jeune fille trottina vers la porte en faisant claquer ses pieds nus sur le sol, gênée, empruntée, les joues cramoisies. Rien chez elle ne faisait plus penser à Yennefer. Nénec, dit-il en attrapant sa chemise, j'espère que tu ne lui en veux pas. Tu ne vas tout de même pas la punir. Tu es bête, lança la prêtresse en s'approchant de sa couche. Tu oublies qui tu es. Tu as oublié où tu es. Tu es ni dans un ermitage, ni dans un couvent. Tu es dans le temple de Mélithélie. Notre déesse n'interdit rien aux prêtresses, ou presque rien. Tu m'as interdit de lui parler. Je ne te l'ai pas interdit. Je t'en ai fait remarquer l'inutilité. Aïola ne parle pas. Quoi? Elle ne parle pas parce qu'elle a fait le vœu de silence. C'est une forme de renoncement grasse auquel... Ah, ce n'est pas la peine que je t'explique, de toute façon, tu ne comprendras pas, tu n'essaieras même pas de comprendre. Je connais tes idées sur la religion.
Non, ne t'habille pas tout de suite. Je vais vérifier si ton cou cicatrise bien. Elle s'assit sur le bord du lit, déroula adroitement les bandes de lin qui enveloppaient le cou du sorceleur sur plusieurs épaisseurs. Il fit une grimace de douleur. Dès l'arrivée du sorceleur à Elander, Nenek avait défait les vilaines et grossières coutures qu'on lui avait faites à Wizima avec une haleine de cordonnier. Elle avait incisé la blessure et fait un nouveau pansement. Le résultat était évident. Il était arrivé au temple presque guéri, enfin peut-être encore un peu raide, et maintenant il était de nouveau malade et souffrait. Mais il ne protestait pas. Il connaissait la prêtresse depuis des années. Il savait l'étendue de son savoir de guérisseuse et la richesse de sa pharmacie universelle. Une cure au temple de Mélitel ne pouvait que lui faire du bien. Nenek tâta la région de la blessure, la nettoya et se mit à jurer. Il connaissait sa manière de faire par cœur. Elle avait commencé dès le premier jour et n'omettait jamais de râler chaque fois qu'elle voyait le souvenir laissé par les griffes de la princesse de Wizima. Quelle horreur! Comment peut-on se laisser frapper comme ça par une vulgaire strig? Les muscles, les tendons. Pour un peu, elle te tranchait la carotide. Par la grande Mélitélé. Gérald, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment se fait-il que tu l'aies laissé approcher si près? Qu'est-ce que tu voulais lui faire? La sauter? Il ne répondait pas. Il se contenta d'esquisser un sourire. Ne prends pas cet air si bête. La prêtresse se leva pour prendre un sac de bandages dans la commode. En dépit de son embonpoint et de sa petite taille, elle se mouvait avec grâce et souplesse. Ce qui s'est passé n'a rien de drôle. Tu perds tes réflexes, Gérald. Tu exagères. Je n'exagère pas du tout. Nenek appliqua sur les blessures un ongle en verre qui dégageait une forte odeur d'eucalyptus. Tu ne dois pas te laisser blesser. Or, tu l'as fait, et en plus très sérieusement, et même grièvement. Malgré tes capacités exceptionnelles de régénération, il va falloir des mois pour que ton cou retrouve toute sa mobilité. Je, pardon, je te mets en garde. Pendant cette période, ne cherche pas à mettre tes forces à l'épreuve en te battant avec un adversaire trop vif. Merci pour cette mise en garde. Donne-moi un autre conseil si tu veux bien. De quoi veux-tu que je vive pendant ce temps? Tu voudrais que je fasse appel à quelques demoiselles, que j'achète une carriole, que j'organise une maison de prostitution itinérante? C'est un petit jeu rigolo, Gérald. On adore. Nenek haussa les épaules tandis que ses mains grassouillettes lui bandaient le cou avec des gestes sûrs, rapides. Tu voudrais que je te donne des conseils et que je t'apprenne à vivre? Est-ce que je suis ta mère? Allez, c'est fini. Tu peux t'habiller. On t'attend au réfectoire pour le petit déjeuner. Dépêche-toi, sinon, tu te le prépareras tout seul. Je n'ai pas l'intention de retenir les filles aux cuisines jusqu'à midi. Où est-ce que je pourrais te retrouver? Au sanctuaire? Non, dit Nenek en se levant, pas au sanctuaire. Tu es toujours le bienvenu ici, sorceleur, mais ne viens pas rôder au sanctuaire. Tu n'auras qu'à aller te promener, c'est moi qui te retrouverai. Bien. Gérald parcourait, pour la quatrième fois, la petite avenue de peupliers qui menait de l'entrée vers les bâtiments d'habitation et vers le sanctuaire blotti dans la roche abrupte, ainsi qu'au temple principal. Après un court moment de réflexion, il renonça à retourner à l'intérieur de celui-ci, obligua dans la direction des jardins et des bâtiments de la ferme. Une quinzaine de prêtresses, en robe de travail grise, s'affairaient avec ardeur, sarclant les plates-bandes et nourrissaient la basse-cour dans les poulaillers. La plupart d'entre elles étaient jeunes, parfois même très jeunes, presque des enfants. Certaines, en passant à côté de lui, le saluaient d'un signe de tête ou d'un sourire. Il répondait à leur salut sans en reconnaître aucune. S'il venait souvent au temple, une fois par an, certaines années, deux fois, il ne rencontrait jamais plus de 3 ou 4 têtes connues. Les filles arrivaient puis repartaient, soit dans d'autres temples, comme prophétresses, soit comme sages-femmes et guérisseuses spécialisées dans les maladies féminines et infantiles, ou encore comme druidesses itinérantes, préceptrices ou gouvernantes. Mais il en arrivait toujours de nouvelles, de partout, même des contrées fort lointaines. Le temple de Mélitel, à Elander, était célèbre et jouissait d'une réputation méritée. Le culte de la déesse Mélitel était l'un des plus anciens et avait été en son temps l'un des plus répandus. Ses débuts remontaient à une époque immémoriale, avant l'apparition de l'homme.
Presque toutes les races préhumaines et toutes les tribus humaines primitives, encore nomades, avaient vénéré une déesse des récoltes et de la fertilité, protectrice des agriculteurs et des jardiniers, patronne de l'amour et du couple. La plupart de ces cultes s'étaient fondus dans celui de Mélitel. Le temps, qui s'était montré plutôt sans pitié pour les autres religions et les autres cultes en les isolant efficacement dans des chapelles reculées et des petites églises oubliées, rarement visitées, enfuies dans les constructions des villes, s'était révélé clément pour Mélitel. Mélitel ne manquait ni d'adeptes ni de mécènes. Les lettrés qui analysaient ce phénomène expliquaient généralement la popularité de la divinité en remontant au préculte de la grande matrice, la mère nature. Ils soulignaient ses liens avec le cycle de la nature, avec le renouveau et d'autres phénomènes, encore au nom ronflant. Un ami de Gérald, le troubadour Jasquier, qui aimait passer pour un spécialiste dans tous les domaines possibles et inimaginables, chercha des explications plus simples. Le culte de Mélitel, expliqua-t-il, était un culte typiquement féminin. Mélitel était la patronne de la fécondité, de l'enfantement, la protection des sages-femmes. Les femmes en couche devaient crier. Outre les hurlements habituels, leurs promesses en l'air, dont la tenue était toujours la même, plus jamais elles ne donneraient à un gars à la manque, elles ne se donneraient à un gars à la manque, toutes les femmes qui accouchaient ne pouvaient appeler à leur secours qu'une divinité, et Mélitel était la déesse de la situation. Comme les femmes avaient toujours accouché, accouchaient et accoucheraient, démontrait le poète, alors la déesse n'avait pas à craindre de perdre sa popularité. Gérald, tu es là, Lénec, je te cherchais. Moi, s'exclama la pétresse. Je vais recommencer. Je bois du thé et je vais recommencer cette phrase. Gérald, tu es là, Nénec? Je te cherchais. Moi, s'exclama la prêtresse en lui jetant un regard moqueur. Ce n'est pas Ayola que tu cherches? Ayola aussi, avoua-t-il. Tu as quelque chose contre? En ce moment, oui. Je ne veux pas que tu la déranges ni que tu la distrais. Elle doit se préparer et prier pour que cette transe puisse donner des résultats. Je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas, fit-il sèchement. Je ne pense pas qu'une transe puisse m'aider. Et moi, dit Nénec, en faisant une moue boudeuse, je ne pense pas que ça puisse te faire de mal. Il ne sera pas possible de m'hypnotiser, je suis immunisé. J'ai peur pour Ayola. L'effort à fournir peut être trop épuisant pour le médium. Ayola n'est ni un médium, ni une diseuse de bonne aventure atteinte de maladie mentale. Cet enfant jouit d'une grâce particulière de Mélitel. Alors, si tu veux bien, arrête tes simagrées. Je te l'ai dit, je connais tes idées sur la religion. Elles ne m'ont jamais dérangé jusqu'à présent, pas plus qu'elles me dérangeront à l'avenir. Je ne suis pas une fanatique. C'est ton droit de croire que c'est la nature qui nous gouverne, ainsi que le pouvoir qu'elle recèle. Tu peux parfaitement penser que les dieux, dont ma Mélitel, ne sont qu'une personnification de ce pouvoir inventé à l'usage des Russes pour qu'ils le comprennent plus facilement et en admettent l'existence. D'après toi, cette force est aveugle, mais pour moi, Gérald, la foi permet d'atteindre de la nature ce qui personnifie ma déesse, excusez-moi, à savoir l'ordre, la loi, le bien et l'espoir. Je le sais. Si tu le sais, alors pourquoi ces réserves sur la transe? De quoi as-tu peur? Que je t'oblige à te prosterner devant une statue et à chanter des cantiques? Gérald, nous resterons juste assis, un petit moment, ensemble, toi, Ayola et moi. Et nous verrons si les talents de cette jeune fille permettent de lire dans le nœud des forces qui t'entourent. Peut-être apprendrons-nous des choses qu'il serait bon de savoir, et peut-être que nous nous apprendrons rien. Il n'est pas exclu que les forces du destin, il n'est pas exclu que les forces du destin qui t'entourent ne veuillent pas nous apparaître, qu'elles restent cachées, impénétrables. Je n'en sais rien, mais pourquoi ne pas essayer? Bonjour, on va te faire twitcher. Comment vas-tu? Comment vas-tu en ce dimanche soir? Parce que ça n'a aucun sens, aucun nœud du destin ne m'entoure, et quand bien même il y en aurait un, pourquoi diable aller fouiller dedans? Gérald, tu es malade. Blessé, tu voulais dire. Je sais ce que je voulais dire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, je le pressens. Je te connais tout de même depuis que tu es tout petit. Quand je t'ai connu, tu étais haut comme 3 pommes, mais maintenant, je sens que tu es pris dans un satané tourbillon, que tu es complètement emmêlé, emberlificoté dans un nœud qui se resserre petit à petit autour de toi. Je veux savoir de quoi il s'agit. Je ne peux pas y arriver seul. Je dois m'en remettre au talent de Ayola. Est-ce que tu ne veux pas aller trop profond?
Pourquoi toute cette métaphysique? Si tu veux, je vais me confier à toi. J'occuperai toutes tes soirées en te racontant les événements de ces dernières années, tous plus intéressants les uns que les autres. Si tu me trouves un tonnelet de bière pour que ma gorge ne se dessèche pas trop, on peut commencer dès aujourd'hui. Mais je crains fort de t'ennuyer, car tu ne trouveras pas dans mes histoires aucun nœud, aucun enchevêtrement du destin. Oh, ce ne sont que de banales histoires de sorceleurs. Je t'écouterai avec plaisir, mais une transe ne te ferait pas de mal, je te le répète. Tu ne penses pas, fit-il en souriant, que mon manque de foi quant à ses effets la rende d'avance inutile? Non, je ne le pense pas. Et tu sais pourquoi? Non. Nénec se repencha, le regarda droit dans les yeux, avec un étrange sourire sur les lèvres pâles. Car ce serait bien le premier signe qui me prouverait que le manque de foi a un pouvoir quelconque. Plutôt bien et toi? Bah écoute, ça va bien. On commence à lire le sorceleur. Du coup, on a le moment où elle sauve la Strig, la fille qui est une Strig, la princesse. Ce qu'on vient de lire là. Et là, c'est bah du coup, tu vas voir ce que c'est. Mais t'as pas raté grand chose, t'inquiète pas. Enfin, t'as raté 40 pages, quoi. Sur un livre de 300 pages, donc c'est pas énorme. Un grain de vérité. Des petits points noirs qui se déplaçaient sur le fond clair du ciel sillonné de bandes de brouillard attirèrent l'attention du sorceleur. Ils étaient nombreux. Les oiseaux tournoyaient en décrivant de lents cercles tranquilles, et puis piquaient tout à coup pour remonter aussitôt dans un grand battement d'ailes. Le sorceleur observa les oiseaux un long moment, évalua la distance et le temps qu'il présumait nécessaire pour le parcourir, et corrigea son observation en prenant en compte le relief du terrain, l'épaisseur de la forêt, la profondeur et la largeur d'un ravin dont il soupçonnait l'existence. Enfin, il écarta son manteau, resserra de deux trous le baudrier qui lui parait la poitrine en diagonale. Le pommeau de son glaive suspendu en travers de son épaule dépassait de son épaule droite. On va se rallonger un peu le chemin, Abelette, dit-il. On va quitter la route. À mon avis, ces gros oiseaux ne tournoient pas autour de cet endroit sans raison. Sa jument, bien évidemment, ne lui répondit pas, mais elle obéit à la voix familière et avança. Qui sait? Peut-être que c'est un élan à terre, dit Gérald, ou autre chose. Allons voir. Il y avait bel et bien un ravin, à l'endroit que le sorceleur avait repéré. Il domina soudain les frondaisons d'arbres serrés dans une crevasse. Mais le ravin était en pente douce. Le front était sec, sans aubépine, sans vieux troncs pourrissants. Il le franchit facilement. De l'autre côté, il découvrit une forêt de bouleaux, puis une grande clairière et une lande à bruyère où des arbres cassés par le vent tendaient vers le ciel les tentacules de leurs branches et de leurs racines emmêlées. Les oiseaux, effarouchés par l'apparition du cavalier, s'envolèrent à tire-d'aile en poussant des croassements sauvages, stridents, rauques. Gérald aperçut tout de suite un premier corps, attiré par la blancheur d'un mantelet en peau de mouton et le bleu mat d'une robe qui se détachait sur les touffes de lèche jaune. S'il ne voyait pas le deuxième cadavre, il savait où il était. La présence de trois loups, qui regardaient paisiblement le cavalier assis sur leur arrière-train, trahissait l'endroit où il gisait. La jument du sorceleur s'y broua. Les loups, d'un même mouvement, sans bruit, sans se presser, s'enfoncèrent dans la forêt en trottinant et en tournant leur tête triangulaire à intervalles réguliers dans la direction du nouveau venu. Gérald mit pied à terre. La femme, au mantelet blanc et à la robe bleue, n'avait plus de visage, plus de gorge, et la majeure partie de sa cuisse gauche avait disparu. Le sorceleur passa à côté d'elle sans s'arrêter. L'homme gisait le visage contre terre. Gérald ne retourna pas le corps, là non plus, les loups et les oiseaux n'avaient pas chômé. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire de l'examiner davantage. Un lacis noir de sang séché couvrait les épaules et le dos de pourpoint de laine. De toute évidence, l'homme était mort d'un coup qu'on lui avait asséné sur la nuque, les loups n'avaient mis son corps à mal qu'après. L'homme portait à sa large ceinture une bourse en cuir, qui voisinait avec un sabre court dans un fourreau de bois.
Le sorceleur l'arracha, jeta successivement dans l'herbe un briquet, un morceau de craie, de la cire à cacheter, une poignée de pièces d'argent, un étui en os refermant un petit couteau à raser pliant, une oreille de lapin, 3 clés enfilées sur un anneau, une amulette portant un symbole phallique. Pourquoi il a ça? La pluie, la rosée avaient mouillé 2 missives écrites sur de la toile. Les runes étaient délavées, effacées. Une troisième lettre, écrite sur du parchemin, elle aussi abîmée par de l'humidité, était lisible. Il s'agissait d'une lettre de crédit émise par la banque des nains de Murivelle pour un marchand du nom de Rulle, Asper ou Aspen. La somme n'était pas très importante. Gérald souleva la main droite de l'homme. Ainsi qu'il s'y attendait, un anneau de cuivre qui serrait un de ses doigts enflés et bleuis portait l'emblème de la corporation des armuriers, un homme stylisé, muni d'une visière, et 2 glaives croisés sur lesquels était gravée la rune A. Le sorceleur revint au cadavre de la femme. Pendant qu'il retournait le corps, il se piqua le doigt à une rose attachée à la robe. La fleur était fanée, mais n'avait pas perdu toute sa couleur. Les pétales étaient bleu foncé, presque bleu marine. C'était la première fois de sa vie que Gérald voyait semblable rose. Il retourna le corps complètement et frémit. Sur la nuque dénudée et déformée de la femme, il distingua des nettes traces de dents qui n'étaient pas des dents de loup. Le sorceleur recula prudemment jusqu'à son cheval. Les yeux fixés sur les irs de la forêt, il se remit en selle. Il fit 2 fois le tour de la carrière pour examiner attentivement le sol, tout en jetant des regards circulaires. Oui, Ablette, dit-il tout bas en retournant le cheval, la chose paraît claire, mais elle ne l'est pas tout à fait. L'armurier et la femme sont arrivés de Murivelle à cheval. Ils venaient de ce côté de la forêt. Ils devaient rentrer chez eux, car personne ne garde longtemps sur soi de lettres de crédit à réaliser. Pourquoi sont-ils passés par ici au lieu d'emprunter la route? C'est un mystère, mais ils ont traversé la lande côte à côte. Pour une raison que j'ignore, ils sont tous deux descendus ou tombés de cheval. L'armurier est mort sur le coup. La femme a couru jusqu'à ce qu'elle tombe et meure aussi. Quelque chose qui n'a pas laissé de traces l'a traînée par terre par la nuque en la tenant entre ses dents. Ça s'est produit il y a 2 ou 3 jours. Leurs chevaux se sont emballés. On ne les rattrapera pas. La jument, bien sûr, ne le répondait toujours pas, mais réagit à la voix familière en poussant des hennissements inquiets. La chose qui les a tués, poursuivit Gérald en regardant la lisière de la forêt, n'était ni un loup-garou, ni une goule. Ni l'un ni l'autre n'aurait laissé derrière lui tant à manger pour les charognards. Ah, salut ça ninja, bienvenue, comment vas-tu? S'il y avait eu des marais par ici, j'aurais dit que ce sont des kikimores ou des vipères, mais il n'y en a pas. Le sorceleur se baissa pour soulever légèrement la couverture qui couvrait les flancs de son cheval, faisait apparaître, attaché à ses bagages, un second glaive à la garde brillante, décorative, et à la poignée noire, crénelée. Oui, Ablette, on va se rallonger le chemin. Je dois vérifier pourquoi l'armurier et la femme n'ont pas emprunté la route. Si nous restons indifférents devant ce genre d'événement, nous ne gagnerons même pas de quoi t'acheter de l'avoine, n'est-ce pas, Ablette? Obéissant, la jument partit à travers les arbres cassés par le vent, en franchissant avec précaution les trous laissés par les racines des arbres arrachés. Même si ce n'est pas un loup-garou, on ne va pas prendre de risques, reprit le sorceleur, en sortant d'un sac accroché à sa selle un petit bouquet d'aconites séchés qu'il suspendit au mort. La jument s'ébroua. Gérald délaça l'encoulure de son pourpoint et sortit son médaillon orné d'une tête de loup, montrant les crocs. Le médaillon, au bout de sa petite chaîne d'argent, sautait au rythme des mouvements du cheval, scintillant comme du mercure sous les rayons du soleil. Je crois que tu en es. Je vois où tu en es. Oui, on a. Du coup, au début, là, euh, il a sauvé la Strig, la princesse Strig. Il s'est fait soigner. Et là, c'est une nouvelle mission, du coup, pour lui. Enfin, une nouvelle aventure. Du coup, je sais pas si c'est à ça que tu pensais. Mais si c'est à ça que tu pensais, bah, félicitations. Le sorceleur avait gravi une hauteur pour couper les lacets du sentier au tracé incertain, et c'est du sommet de cette hauteur
qu'il aperçut pour la première fois les tuiles rouges du toit pointu d'une tour. La pente, envahie de noisetiers, encombrée de branches mortes, couverte d'une épais tapis de feuilles jaunies, paraissait un peu dangereuse pour être descendue à cheval. Le sorceleur fit demi-tour, redescendit prudemment de l'autre côté et rejoignit le sentier. Il allait lentement, retenait son cheval à intervalles réguliers et, suspendu à sa selle, chercha à repérer la trace du chemin. Ah non, bah, bah dommage, c'est là qu'on est en tout cas. Après, ça dépend par rapport à quoi, genre si tu parlais de où est-ce qu'on en est dans le livre, où est-ce qu'on en est par rapport à la série, où est-ce qu'on en est par rapport au jeu, parce que c'est pas forcément la même chronologie. Je tiens à dire que c'est marrant parce que genre le nombre de viewers Twitch il dit qu'il y en a 4 et pourtant je compte un 2 3 4 au moins 6 quand je regarde les viewers en user in chat. Et après du coup Twitch m'envoie des mails pour me dire oui, vous avez une baisse du nombre moyen de viewers et je suis genre culé, c'est parce que tu comptes mal mes viewers. Non, dans le livre je suis au troisième ou quatrième tome. Bah là en fait je suis au premier tome, je suis au livre un. Livre un, le dernier vœu. Du coup je suis bien avant tout ça. Soudain, la jument secoua la tête, poussa des hennissements sauvages et se mit à piétiner, danser sur le sentier, en soulevant un tourbillon de feuilles mortes. Gérald entoura l'enclume d'Ablette de son bras gauche et forma le signe d'Axia. Je ferai pas de blague sur les assurances. Et forma le signe d'Axia en croisant les doigts de sa main droite, qu'il passa ensuite sur la tête de sa monture en murmurant une formule magique. Les choses vont si mal que ça, grommela-t-il en maintenant le signe et en regardant autour de lui. Du calme, Ablette, du calme. Le charme agit rapidement, mais la jument, pourtant stimulée par un coup de talon, repartit avec hésitation, sans conviction, perdant le rythme souple de son allure naturelle. Le sorceleur sauta lestement à terre et continua son chemin à pied, en tirant son cheval par la bride. Il découvrit une muraille. C'est Axie normalement. Bah là c'est Axia qui s'écrit. Le signe d'Axia. Voilà. On refait la mise au point. Mise au point est dégueulasse. Ou AXA, ouais c'est AXA. On peut dire AXA si vous voulez. En attendant que la mise au point se fasse, on peut partir sur un AXA. La mise au point veut pas ça, bah tant pis pour vous. Du coup on en était à Axia, mais blague à part, on en était où? Ah, oui. Il découvrit une muraille. Entre la muraille et la forêt, il n'y avait aucun espace, aucune franche séparation. De jeunes arbustes et des buissons de genévrier mêlaient leur feuillage à celui du lierre et de la vigne vierge agrippée au mur de pierre. Gérald dressa la tête. Au même moment, il sentit se coller sur sa nuque une petite créature molle, invisible, agaçante, qui avança sous ses cheveux en rampant. Il savait ce que c'était. Est-ce que vous aussi vous savez ce que c'est? Quelqu'un contemplait la scène. Il se retourna lentement, en douceur. Ablette s'ébroua, les muscles de son encolure frissonnèrent, s'agitèrent sous sa peau. Sur la pente qu'il venait de descendre, une jeune fille se tenait immobile, une main appuyée sur le tronc d'un aulne. Sa longue robe blanche contrastait avec la masse noire et brillante de ses longs cheveux décoiffés qui lui arrivaient aux épaules. Gérald crut la voir sourire, mais il n'en était pas sûr, elle était trop loin. Salut, dit-il avec un geste amical de la main. Quelle la pire introduction quand même. On n'en saura pas plus, je crois, par rapport à cette petite créature. Bah non, dommage. On sait, en tout cas, on sait que Gérald sait ce que c'est déjà pas mal. Il peut pas nous dire, mais au moins on sait ce qu'il sait, quoi. Il fit un pas dans la direction de la jeune fille. Celle-ci tourna légèrement la tête pour suivre ses mouvements. Elle avait un visage pâle, d'immenses yeux noirs. Son sourire, si c'en était un, avait disparu, comme effacé d'un coup de chiffon. Gérald fit un nouveau pas en avant. Le feuillage frémit. La fille descendit la pente en courant comme une biche, se faufila entre les buissons de noisetiers et ne fut bientôt plus qu'un trait blanc qui disparut dans les profondeurs de la forêt. Sa longue robe ne semblait pas entraver ses mouvements. La jument du sorceleur dressa brusquement la tête en poussant des hennissements plaintifs. Gérald, les yeux toujours tournés du côté de la forêt, fit machinalement le signe pour la calmer. Puis, il continua à longer il continua à longer la muraille en tirant son cheval par la bride, enfoncée jusqu'à la taille dans les bardanes.
Il rencontra une porte solide, garnie de ferrures, fixée par des gonds très rouillés, munie d'un grand heurtoir en laiton. Après quelques secondes d'hésitation, Gérald s'apprêtait à saisir l'anneau vert de grisé quand il fit un brusque bond en arrière. Au moment même, la porte s'entr'ouvrait avec avec force grincement et couinement. Ça veut rien dire, hein. Il est vraiment écrit ça, mais ça veut rien dire. J'en suis tome 4, on sait toujours pas. Bah, peut-être plus tard, peut-être au tome 5, on saura. La porte s'entr'ouvrait avec force grincement et couinement, en repoussant derrière les battants des touffes d'herbe, des cailloux et des petites branches. Derrière la porte, il n'y avait personne. Le sorceleur n'aperçut qu'une cour d'honneur, déserte, abandonnée, envahie d'orties. Il entra en tirant son cheval. Abruti par le cygne, la jument ne résistait pas, mais avançait à pas raides, résistant. La cour était ceinte sur 3 de ses côtés par la muraille des vestiges d'échafaudage en bois. À la façade d'un petit château, bigarré, d'un crépi vérolé, tombé par plaques, des dégoulinades et de guirlandes de lierre, en constituaient le quatrième côté. Les volets, à la peinture écaillée, étaient fermés, la porte également. Gérald attacha les rênes d'ablette à un poteau situé près de la porte du château et se dirigea lentement vers la bâtisse par une petite allée de gravier qui passait à proximité d'un petit bassin empli de feuilles et de saletés, entouré d'une margelle basse. Au milieu du bassin se dressait une fontaine, sur un socle plein de fantaisie, taillé dans de la pierre blanche, représentant un dauphin qui ployait en l'air sa queue ébréchée. À côté du bassin, dans ce qui avait dû être une plate-bande dans un passé très lointain, poussait un massif de roses. N'était la couleur de leurs fleurs, les rosiers se ressemblaient à tous les rosiers que Gérald a eu l'occasion de rencontrer. Mais ces fleurs étaient particulières. De couleur indigo, certains pétales présentaient de légers reflets pourpres à leur extrémité. Le sorceleur toucha une fleur, approcha son visage pour en humer le parfum. Elle avait l'arôme habituel des roses, juste un peu plus intense. La porte du palais s'ouvrit, en même temps que tous les volets dans un vacarme assourdissant. Gérald se redressa brusquement. Un monstre fonçait droit sur lui dans la petite allée, en faisant crisser le gravier. Avec la rapidité de l'éclair, la main droite du sorceleur se leva au-dessus de son épaule droite, tandis que sa main gauche secouait fortement sa ceinture sur sa poitrine, et la poignée de son glaive se retrouva toute seule dans sa main. Le fer, qui sauta du fourreau en émettant un sifflement, décrivit une petite courbe lumineuse et se figea, pointé dans la direction de la bête hideuse qui chargeait. À la vue du glaive, le monstre freina et s'arrêta. Le gravier gicla de toutes parts. Le sorceleur n'eut pas un frisson. La créature humanoïde était vêtue d'habits frappés, mais de bonne qualité, pourvue d'ornements de meilleur goût, mais fort peu fonctionnels. Cependant, son caractère humanoïde n'allait pas au-delà de la phrase souillée de son pourpoint. Celle-ci était dominée d'une énorme tête poilue, comme celle d'un ours, munie d'immenses oreilles, d'une paire d'yeux au regard fou et d'une gueule effrayante, pleine de crocs plantés de travers, où luisait une langue rouge, telle une flamme. Fous le camp d'ici, mortel, rugit le monstre en agitant ses grosses pattes, mais sans pour autant avancer. Fous le camp, sinon je te dévore, je te mets en pièces. Le sorceleur ne bougea pas. Il ne lâcha pas son glaive. Tu es sourd? Fous le camp, hurla la créature, avant d'émettre un bruit qui tenait de couinement du porc et du brame du cerf solitaire. Les volets de toutes les fenêtres claquèrent dans un grand fracas, en provoquant la chute de débris et du crépi des rebords des fenêtres. Ni le sorceleur, ni le monstre ne bougèrent. File pendant que tu as encore envie, hurla la créature d'une voix qui paraissait déjà moins assurée. Sinon, sinon, l'interrompit Gérald. Le monstre se mit à souffler violemment, pencha sa tête monstrueuse. Regardez-moi cet audacieux, fit-il calmement, en montrant ses crocs et en se dardant un œil injecté de sang sur Gérald. Lâche se faire, s'il te plaît. Tu ne dois pas avoir compris que tu te trouves dans le cours de ma maison, à moins que, de là où tu te viens, il soit d'usage de menacer le maître des lieux d'une arme dans sa propre cour. En effet, confirma Gérald, mais c'est réservé aux gens qui accueillent leurs hôtes en poussant des rugissements et en leur annonçant qu'ils vont être mis en pièces. Ah, peste, s'excita le monstre. En plus, tu m'offenses, intrus. En voilà, un visiteur.
Il s'introduit dans votre cour, abîme des fleurs qui ne sont pas à lui, joue les grands seigneurs, et pense qu'on va lui apporter le pain et le sel. Peuh. Le monstre cracha, souffla et referma sa gueule. Ses crocs inférieurs qui dépassaient à l'extérieur lui donnaient une allure de sanglier. Alors, finit par dire le sorceleur en baissant son glaive, nous allons rester longtemps debout? Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'on se couche? Haleta le monstre. Range ce fer, je te dis. Le sorceleur regagnait habilement son arme dans son dos. Sans la lâcher, il caressa le pommeau qui dépassait de son épaule. J'aimerais mieux que tu ne fasses pas de gestes trop brusques, dit-il. Je peux dégainer mon épée à tout instant, plus vite que tu ne le penses. J'ai vu, râla le monstre. Sans lui, il y a longtemps que tu serais dehors, avec l'empreinte de mon talon sur le fondement. Qu'est-ce que tu veux? D'où sors-tu? Je me suis égaré, mentit le sorceleur. Tu t'es égaré? Répéta le monstre avec une grimace inquiétante. Eh bien, retrouve ton chemin autrement. Dehors. Tends l'oreille gauche vers le soleil et garde là, comme ça. Tu te retrouveras bientôt sur la route. Allez, qu'est-ce que tu attends? Il y a de l'eau ici? Demanda tranquillement Gérald. Mon cheval a soif, et moi aussi, si ça ne te dérange pas trop. Le monstre dansa d'un pied sur l'autre, se gratta l'oreille. Écoute un peu, toi, fit-il. Tu n'as réellement pas peur de moi? Je devrais. Le monstre regarda autour de lui, se racla la gorge, remonta son pantalon, bouffant d'un geste énergique. Ah, peste! Qu'est-ce que j'en ai à faire, un visiteur chez moi? Ce n'est pas tous les jours qu'il m'arrive que quelqu'un ne s'enfuit pas ou ne s'évanouit pas dès qu'il me voit. Allez, c'est bon. Si tu es un voyageur fatigué et honnête, je t'invite à entrer. Si tu es un brigand ou un voleur, je t'avertis. Cette maison exécute mes ordres. À l'intérieur de ces murs, c'est moi qui commande. Il leva une patte velue. Tous les volets cognèrent de nouveau le mur, et la gorge de pierre du dauphin émit de sourds glouglous. Je t'invite, répéta-t-il. Gérald le scrutait sans bouger. Tu habites seul? En quoi ça te regarde avec qui j'habite? Interrogea le monstre en ouvrant la gueule de colère avant de pousser des ricanements sonores. Ah, je comprends. Tu dois croire que j'ai à mon service 40 valets d'une beauté égale à la mienne? Je n'en ai pas, alors peste. Profites-tu de cette invitation que je te fais Profites-tu de cette invitation que je te fais de si bon cœur? Si tu n'en veux pas, la porte est là, juste derrière ton postérieur. Gérald s'inclina avec raideur. J'accepte votre invitation, dit-il d'un ton très protocolaire. Je ne manquerai pas aux règles de l'hospitalité. Tu es ici chez toi, repartit le monstre d'un ton tout aussi protocolaire et pourtant badin. Par ici, cher invité, et amène ton cheval au puits. L'intérieur du château avait lui aussi besoin d'être remis en état de fond en comble, mais tout était relativement propre et ordonné. Les meubles respiraient le bel ouvrage, même s'ils avaient été fabriqués dans des temps très anciens. Il flottait une odeur de poussière, on n'y voyait pas grand-chose. Lumière! Hurla le monstre, et aussitôt une flamme et de la suie jaillirent d'une torche de résine plantée dans un support de métal. Pas mal, commenta le sorceleur. Le monstre ricana. C'est tous les faits que ça te fait? En vérité, je vois qu'il en faut plus pour t'impressionner. Je te l'ai dit, cette maison exécute mes ordres. Par ici, s'il te plaît. Fais attention, l'escalier est raide. Lumière! Dans l'escalier, le monstre se retourna. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui te pend autour du cou, cher invité? Regarde! Le monstre saisit le médaillon dans sa grosse patte, le haussa jusqu'à ses yeux en tirant légèrement sur la chaîne.